Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre émission 10-12, le Zénith de ce mardi 14 janvier 2020. Nous sommes très heureux parce qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place depuis hier, notamment les déclarations du ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga-Ndji, qui a clairement dit les choses. Il a eu l'occasion de tenser toutes ces personnes qui sont engagées pour le boycott du double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020 qui arrive à très grands pas. Il a évoqué les muscles de l'État qui vont se mettre en branle contre tous ceux-là qui tenteront de se mettre dans une forme d'empêchement aux Camerounais d'aller voter. C'est une grande première puisqu'on voit très bien que de nombreuses personnes ne sont pas d'accord avec cette posture du ministre de l'administration territoriale. On voit aussi que dans ce débat-là, il y a de nombreuses personnes qui disent n'avoir jamais envisagé d'empêcher les Camerounais d'aller voter. Au moins, les choses sont claires pour tout le monde. Il y a d'un côté ceux qui en appellent à ce qu'on aille massivement voter le 9 février et par contre, certains autres qui disent que la voie à prendre, le chemin à prendre est d'aller complètement boycotter ce double scrutin législatif et municipal. On va également évoquer ce matin, madame, monsieur, le scandale sanitaire de ce début d'année. C'est extrêmement grave ce qui se passe. La rupture des médicaments contre la tuberculose dans la région du littoral. C'est le délégué régional de la santé publique pour cette région qui le dit à travers une correspondance adressée hier au ministre de la Santé publique, Dr Malala Malachi. Il dit clairement qu'il n'y a plus de médicaments depuis de nombreux mois, depuis 3 mois environ. Les personnes malades qui souffrent de tuberculose n'ont plus de médicaments. Rupture de stock. Si ce n'est pas un scandale, c'est donc quoi, madame, monsieur, puisque le Cameroun, comme on le voit, se porte davantage mal, même quand on veut se dire qu'on pourrait ressortir 2-3 choses positives pour ce pays. Alors, comme chaque matin, l'équipe est en place. D'abord, vous, monsieur Mbachou, Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi. Je l'avais dit ici, que c'est terminé le vaccin anti-tuberculose. J'avais dit ça ici, sur ce plateau. En plus du vaccin, désormais, sont les médicaments. J'ai dit que je l'avais précisé ici, que c'est terminé. Je l'ai dit. Mais monsieur Eric Fopoussi, je n'ai même pas envie de saluer. Je reste dans votre même vague. Il y a des femmes au Crasser, à Yaoundé, où c'est Crasser. Le Crasser, oui. Crasser, Oui. vous savez les noms très compliqués au Cameroun, Ouais. qui ont payé tous les frais pour subir leur opération. Oui. Depuis plus de 8 mois. Elles ont dépensé plus de 800 000 francs CFA. On ne leur fait faire que des examens, examen sur examen, examen sur examen. On programme, on déprogramme, on programme, on déprogramme, alors que ces femmes ont tout payé. Il semblerait que la machine qui va opérer, ou c'est pas laser, ou c'est pas, est en panne depuis. La première dame n'est pas au courant. Le PCA, les 3 structures, celui qui est SGPM là, Luc, Séraphin Magloire Fouda, il n'est pas au courant. Même le ministre n'est pas au courant. Seul le directeur est au courant. Je fais trivialement pour qu'on comprenne dans ce pays que vous pouvez même avoir l'argent. Mais vous n'avez pas de vie, monsieur Eric Fopoussi. Voilà des malades de la tuberculose. Voilà des femmes, elles sont plus de 20, qui se plaignent et elles ont décidé d'organiser un sitting au niveau du Crasser. Elles ont tout payé, mais la machine est en panne. Il faudrait que la première dame instruise le PCA, qui va instruire le directeur, qu'on puisse prendre la machine, envoyer en Europe, Alors, il faut juste rappeler que le Crasser s'occupe des femmes qui ont des difficultés pour accoucher, des femmes qui ont des problèmes d'accouchement, qui n'arrivent pas à concevoir, des femmes qui ont des difficultés de conception, d'abord, de conception, qui ont du mal à concevoir. C'est extrêmement grave puisque ce Crasser avait été annoncé comme étant la panacée de toutes ces femmes qui n'ont pas pu avoir un enfant et qui, par ce Crasser, réussissaient à être prises en charge pour bénéficier des bienfaits de la santé reproductive, de la science reproductive. Donc, vous voyez que, alors, je vais faire une précision pour qu'on soit clair.
En plus des vaccins, cher Lamel, qui sont en rupture et qui ont été en rupture, comme vous l'avez dit, ce qui se passe actuellement au Cameroun, c'est que dans la région du littoral, il n'y a pas de médicaments pour prendre en charge ceux qui sont couchés et qui sont malades de tuberculose actuellement. Ça fait 3 mois, on a prescrit, on a prescrit aux médecins de renvoyer les malades à la maison. Les médecins ont dit qu'ils ne peuvent pas, parce que s'ils rentrent à la maison, ils vont contaminer ceux qui sont en santé. Ils sont à l'hôpital, ils n'ont pas de médicaments. Ils peuvent également contaminer d'autres patients qui sont là pour d'autres maladies à l'hôpital. Si ce n'est pas un scandale, je ne sais pas ce que c'est. Une partie des dialyses est arrivée, d'autres n'ont pas encore eu. Donc c'est pour bientôt aussi pour voilà. Donc, dialyse, insuffisance voilà, pour ceux qui ont l'insuffisance rénale. Donc voilà ce qui se passe et nous sommes en train de subir ça alors qu'on nous annonce une alerte de la variole du singe avec un enfant qui est mort. C'est un grand défi sanitaire qui attend Dr Malaouda Malachi. Malheureusement, on comprend pourquoi l'ancien ministre était aussi, on va dire, au four au moulin. Le nouveau qui est là depuis 1 an. L'ancien était au four au moulin. Vous ne trouvez pas qu'il était au four au moulin? Quel four? Quelqu'un qui va se faire opérer le bras en héros vous dit qu'il était au four. Monsieur, il était au frais. Également sur le plateau ce matin, vous, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fokoussi. Bonjour, téléspectateurs. Voilà là où on attend le ministre de la Santé. C'est là-bas qu'on l'attend. Parce que les gens ont commencé à mourir de la variole du singe. Au Cameroun, dans la région du centre, capitale politique du Cameroun, la région dans laquelle siègent toutes nos institutions, où vit le président de la République, on a encore un cas de variole du singe. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir ce que c'est. On aura le temps dans cette émission de vous dire. D'accord. Également sur le plateau ce matin, Bombok Bengan Kanje, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Foposi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. La fonction publique camerounaise peut-elle contribuer à l'émergence 2035? C'est le thème du colloque qu'a ouvert hier le Premier ministre, chef du gouvernement. Mais ils sont en train d'explorer les sentiers ou les pistes qui vont vers l'émergence. Ils ne veulent pas faire le diagnostic. À quoi représente la fonction publique camerounaise aujourd'hui? Monsieur le Premier ministre, apparemment vous avez d'énergie pour travailler. Vous, grand dialogue national, un certain nombre de choses, oui. Mais votre fonction publique, n'occultez pas les choses qui sont. Il faut qu'on vous fasse un bon diagnostic. Sinon, vous allez vous retrouver comme le ministère de la Santé publique là. Où les choses, les appareils sont en panne, il n'est pas au courant. Les choses sont finalement, même les vaccins, même les médicaments contre la tuberculose. Les enfants sont restés dans ce pays 3 mois sans vaccin contre le BCG. Voilà, ça demande. Dans votre fonction publique, ils sont trop riches. Les services spécialisés de la BA disent que les fonctionnaires ont plus d'argent que les entreprises. Donc, commencez d'abord à assainir comme ça, avant l'émergence. Ou alors, ils peuvent prêter l'argent à l'État. Voilà. Ça aussi, c'est une formule qu'il faut explorer. D'accord. Comment on appelle ça encore? C'est le Wonderful Kistan. Voilà. Nous n'en sommes pas à la fin de nos surprises. Nous n'en sommes pas encore là. Tous les jours, on est très surpris par ce qui se passe dans ce pays. Comment, dans un pays normal, des stocks de médicaments contre la tuberculose peuvent s'achever sans que personne n'alerte? On a subi ça avec le BCG. Le bacille. Ça veut dire que même les stocks de sécurité pour les enfants, sont épuisés. Oui. Il n'y en a plus. Alors que le président Paul Biya était tout récemment à un forum, vous le savez, à Paris, de reconstitution des fonds, voilà, pour la tuberculose, le VIH-Sida et le paludisme. Je rappelle que dans le même temps, puisqu'on parle, il y a beaucoup de gens qui ont en même temps la tuberculose et le VIH-Sida qui sont aujourd'hui encore beaucoup plus en danger. Exposés par rapport à cette pénurie des médicaments, la tuberculose. Il faut aussi le dire, les États-Unis ont triplé leur aide pour le VIH-Sida au Cameroun, près de 5,7 milliards de francs CFA accordés par le pays de Donald Trump, qu'on insulte tous les jours ici au Cameroun. Mais voilà, 5,7 milliards de francs CFA, cet argent ne sera pas refusé, quoi qu'il en soit. On va démarrer avec la première articulation. Il s'agit de
l'histoire du jour avec vous, Dominique Audrey Oyengelek. Ça a été très chaud hier. Hein? Après l'histoire du jour hier, il y a beaucoup de gens qui ont réagi par rapport à la forte empoignade qu'on a eue, vous et moi. Donc faites gaffe aujourd'hui. Bonjour et bienvenue. Mais bien sûr. Bonjour Eric Poussi. Bonjour aux téléspectateurs. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire qui au départ avait l'air d'une histoire d'amour. L'histoire parfaite d'amour, c'est Margot qui a rencontré son prince charmant alors qu'elle n'avait que 17 ans. Aujourd'hui, elle en a 28 et a 3 enfants. Margot raconte que depuis le début de la relation, elle s'est installée avec son fiancé de l'époque alors qu'il n'était pas encore marié et elle était enceinte. Et ce soir-là, il devait aller à une sortie, une soirée, un événement. Et son copain est rentré sous et a oublié le rendez-vous. Margot s'en a offusqué, elle a crié comme toutes les femmes. Elle s'est fâchée et celui-là l'a engueulé et lui a donné le premier coup de poing de sa vie. Ce jour-là, elle a pleuré, mais elle a décidé de se taire parce qu'elle s'est dit, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû crier et je n'aurais pas dû lui parler de la sorte. Et elle s'est amendée et s'est tue. Des années ont passé, les 3 enfants sont nés, sauf que il a continué de la taper toutes ces années. Elle raconte, il y a 2 ans par exemple, et elle est rentrée du travail alors qu'il n'était pas encore là. Elle a commencé à s'atteler, à faire à manger aux enfants. Et lorsqu'elle a entendu le bruit du portail, elle a sursauté. Parce que c'est généralement que lorsque son mari rentre après elle du travail, généralement il est passé par une buvette. Et buvette égale un mari ivre qui rentre et tape. Il rentre à la maison et elle lui demande, puisqu'il ne salue personne à la maison, il ne parle à personne, aux enfants, personne, est-ce que je te sers à manger? Il a dit oui. Lorsqu'elle sert, les enfants se sont mis à faire du bruit. Celui-là lui a lancé un regard assassin et elle est sortie de la table pour aller calmer les enfants. Malheureusement, elle savait ce qui devait lui arriver parce qu'elle sait que lorsque son mari lui lance ce genre de regard, elle va subir des coups. Elle a allé calmer les enfants et naïvement, selon ce qu'elle dit, elle a allé se coucher dans sa chambre. Elle s'est dit que si jamais il me trouve en train de dormir, il ne fera plus rien. Mais elle dit que la première claque qu'elle a reçue a été tellement retentissante qu'elle a eu l'impression que tout bougeait dans sa tête. Et s'en est suivi de coups encore et encore et encore. Et après ça, son mari a décidé de lui faire l'amour. Il lui a fermé la bouche de sa main pour qu'elle ne crie pas. Elle dit qu'elle n'a rien ressenti. Mais puisque c'est son épouse... Non, j'y arrive. Elle dit que non, puisque la dame dans son récit a mentionné qu'elle a la sensation, chaque fois que son mari la bat et lui fait l'amour de cette façon, elle sent que celui-là la viole. Elle est obligée de se soumettre puisque elle est son épouse. Elle ne dit rien. Elle prend du plaisir? Non, elle ne prend aucun plaisir. Aucun. Là, vraiment, elle est catégorique. Elle ne ressent rien du tout. Oui. Elle dit qu'une fois, son mari a une dent cassée à cause d'elle, parce qu'en essayant de se dégager, elle a bousculé celui-là, il a cogné une porte et il s'est cassé la dent. Ça a fait 1 an, il l'a plus violenté. Mais depuis le début de l'année 2019, tout recommence de plus belle. 2020 ou 2019 Non, 2019. Okay. Oui, dans l'année de 2018, il s'est arrêté avec l'accident. Mais en 2019, il a repris avec les coups, il continue de la violenter. Et celui-là la violente chaque fois qu'il est sous. Elle dit qu'elle a pensé à se suicider, mais à chaque fois, il y a l'image de ses enfants qui reviennent. Elle a pensé à le tuer, lui aussi. Mais il y a encore l'image de ses enfants. Elle a pensé à fuir. Et celui-là, il lui a dit, si tu pars, tu perds les enfants. Comment on se comporte dans cette situation? Qu'est-ce qui peut pousser un homme normalement constitué à taper son épouse de la sorte? Qu'elle porte plainte. Bon, vous le lui direz tout à l'heure. Vous savez, les féministes vont nous dire ça. Et c'est intéressant parce que vous savez, le droit, la loi et tout ce qu'il y a existe aussi pour gérer ce type de configuration. Je veux quand même dire que ce sujet-ci, lorsqu'on parle de violence faite aux femmes, ça attire beaucoup de commentaires. Et la dernière fois qu'on a fait une émission comme ça, les commentaires que nous avons eus de la part de nos compatriotes femmes qui sont à l'étranger, on a connu un record en termes de commentaires. D'ailleurs, à l'époque, Boro Bengan et M. Batoucha Label avaient correctement été tensés sur la toile. Je me rappelle encore d'une amie à moi. Jusqu'à présent. Oui, d'une amie à moi avec qui je suis plus ami à cause de cette émission ce jour-là. Oui. Parce que, voilà, vous savez, et c'est intéressant parce que ça me permet d'ouvrir la brèche par rapport aux féministes
il faut faire attention aux féministes. Parce que les féministes ont une intolérance terrible. Dans le discours public, c'est une posture qu'on prend, mais dans le privé, vous sentez qu'on n'est pas très sûr des principes qu'on avance lorsque ça passe public. Et ceux qui sont encore plus dangereux, ce sont les hommes qui font comme s'ils sont féministes. Parce que ceux-là font semblant d'être féministes pour réussir à séduire les femmes. Et après, on sait comment ça se termine. Je commence par votre analyse, Karine, ce matin. Alors, je vais pas passer par 4 chemins pour dire qu'on a affaire à un psychopathe. Et elle est restée dans ce mariage, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que la raison qu'elle donne pour ses enfants aussi ne l'aide pas. Parce que, généralement, lorsque vous êtes quelque part et que vous sentez que vos membres vous lâchent, vous faites tout pour quitter. Quand vous sentez que vos membres vous lâchent, c'est pourquoi, lorsque vous voyez un accidenté, il veut se déplacer de l'endroit où il a fait l'accident. C'est lorsqu'il se rend compte que son pied ne bouge pas, qu'il constate finalement qu'il a perdu une jambe. Généralement, quand vous êtes victime de ce genre de mariage, vous êtes face à un psychopathe. Tout commence le jour de la première gifle. Tout commence le jour de la première gifle. C'est ça qui vous dit. Si la gifle était pour un rappel à l'autre, pour une correction, ou pour vous dire méfie-toi parce que c'est comme ça que je vais commencer. Et c'est comme ça que ça va continuer. Il dit tout commence au jour de la première gifle. Un homme qui ne bat sur sa femme que parce qu'il est ivre n'est pas un homme. Parce qu'il n'a de couilles, excusez-moi d'utiliser ce terme, que lorsqu'il est ivre. Avec son ami là-bas, il ne peut pas donner les coups de poing. Vous voyez un homme qui boit avec ses amis, on lui dit vraiment tu es mou. Quand il rentre, il dit que je suis fort sur toi. Qu'est-ce que vous voulez expliquer? Non, je vais expliquer une chose très simple. Rien à voir avec les féministes. Je suis en train de parler d'un fait. L'histoire. Donc pour vous, l'histoire, un homme qui n'est pas ivre et qui bat, c'est normal aussi. L'histoire nous parle, je suis dans l'histoire. Je ne veux pas. Je veux comprendre. Non, je ne veux pas sortir de l'histoire. Il est plus homme qu'un homme vous qui est ivre. n'allez pas m'aider à sortir de l'histoire. Je pose des questions. Je reste dans l'histoire. Je vous aide à développer. Je reste dans l'histoire, vraiment. Aujourd'hui, là, je suis dans l'histoire. On nous parle d'un homme qui bat sur sa femme. Quand il est ivre. Quand il est ivre. Encore que, même s'il est lucide, il n'est toujours pas un homme. L'histoire vous répondez vraiment à ma question. L'histoire de ce matin nous fait voir la face cachée de ce que certaines femmes vivent au quotidien et ne parlent pas. Faites attention aux femmes qui au milieu des gens parlent beaucoup. Faites attention aux femmes qui au milieu des gens vous disent que mon mari ne me peut pas. Faites attention aux femmes qui au milieu des gens se comportent comme des personnes perdues. Parce qu'il n'est jamais sûr que dans leur foyer, dans leur maison, c'est le calme. Il n'y a pas de paix dans la maison de ce monsieur. Et tout est à cause de lui. Quand il rentre, il faut que ses enfants aillent se cacher. On vit dans quel monde? Ou lorsque vous mangez, même votre femme a peur de rester avec vous au salon. Elle part se coucher. Parce qu'elle a peur que ça ne dégénère. Et jusque-là, vous réussissez quand même à battre sur elle. Vraiment, c'est pas comme si, c'est pas parce qu'on est en train de dire qu'il faut frapper sur sa femme ou il faut donner une gifle que vous devez penser que ça vous rend homme. À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut que les gens se posent des questions. Il fait ça tous les jours. Qu'est-ce que sa famille dit? Bon, qu'est-ce que doit faire alors maintenant? Qu'est-ce que sa famille dit? Rien. Elle a quand même 3 enfants. Je continue à porter tes enfants et tu me frappes tous les jours. Qu'est-ce que doit faire Karine? Qu'est-ce qu'elle doit faire? S'il n'y a pas de service, si elle ne veut pas aller au service social, qu'elle aille à la police. Coups et blessures, elle reste là. C'est pas une affaire de brutalité dans le mariage, machin. Coups et blessures. Et qu'elle y aille avec les photos. La prochaine fois, je dis, moi, je suis capable, je parle de moi, pas de quelqu'un d'autre. Je te provoque un jour quand tu es sous expressement pour que tu me frappes et je prenne des photos juste pour ça. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on mette les gens à leur place. Ils doivent arrêter ça. On ne peut pas soutenir un homme qui bat sur sa femme chaque jour, qu'il soit ivre ou pas ou ivre. Ça n'explique pas. Et pendant, vous avez 3 enfants, vous battez votre femme devant vos 3 enfants tous les jours. Et à chaque fois que vous rentrez, il faut qu'ils aillent se cacher. Mais c'est quel genre de mariage ça? C'est forcé? D'accord. C'est compris. Donc vous portez plainte pour coups et blessures. Oui. Oui. Voilà. Parce que la femme aussi demande qu'elle peut évidemment
Fais l'acheter et le tuer. Hein. Oui, c'est oui. ce qu'elle a expliqué. Non, moi je veux vous expliquer un petit témoignage dans ma famille. J'ai une tante, elle vivait au Gabon avec son mari. Tellement il battait sur elle qu'un jour, elle a attendu qu'il dorme. Il n'avait pas de problème ce jour. Elle a fait son mec qu'il aime. Elle a préparé, il a mangé, il s'est couché, il a dormi, elle a pris le pilon. Je ne conseille à personne de le faire. Elle l'a frappé et ses bagages étaient déjà à la gare. Elle est rentrée. Non, elle est rentrée. C'est pour vous dire que... C'est pour vous dire... Non, monsieur Mathieu, je suis désolée. Elle est rentrée. Et s'il vous plaît, jusqu'aujourd'hui, ils sont ensemble parce qu'il est revenu la retrouver. Il est revenu la retrouver et ils sont ensemble. Pour vous dire que les hommes n'ont pas le monopole de la violence. D'accord. Il faut rappeler que, d'ailleurs, qu'il y a beaucoup d'hommes qui meurent justement sous le coup de leurs femmes. Hein. Oui. Femmes surtout. Vous finissez par rebeller une personne. Chalamel. Un proverbe arabe dit. Pas africain. Arabe. En arabe alors. Frappe ta femme. Si tu ne sais pas pourquoi, elle sait. Pourquoi? Frappez sur Google. Frappez sur Google. C'est un proverbe arabe. Frappe ta femme. On dit même chaque fois que tu rentres à la maison, il faut taper ta femme. Et jusqu'aujourd'hui, Si il y a la guerre dans tous les elle pays. ne sait pas, si tu ne sais pas, Jusqu'aujourd'hui, elle il y a la guerre dans tous les pays. Monsieur Eric Il faut savoir Fopoussi, aussi pourquoi. le mariage, c'est 3 choses. Observation, action et réaction. À chaque action d'une femme, une réaction d'homme. 3 types de femmes encaissent dans le mariage. Les femmes belliqueuses. Tu rentres à 19h, elle t'a chassé aujourd'hui, tu encaisses le premier tour, tu ne dis rien. On te sert à manger, tu goûtes. Tu as trop mangé dehors, tu encaisses, tu ne dis rien. Tu vas te coucher, tu es fatigué comme ça, tu as travaillé. Les femmes belliqueuses. Les femmes adultérées, les femmes qui adorent l'adultère, les forniqueuses, qui est parce qu'elles sont mariées, sont tout le temps dehors. Elles, franchement, elles ont des cicatrices de guerre. Et le troisième, c'est les curieuses. Elle attend que vous fermez les yeux, votre téléphone bouge. La preuve, tous les sites web qu'on fait, les séries comme on a, c'est tout autour du téléphone des femmes. Les femmes qui fouillent les vestes de leur mari, les femmes qui fouillent la voiture de leur mari. Voilà les 3 types de femmes qui se retrouvent tout le temps boxées. Et cette femme appartient à la première catégorie, les belliqueuses. Regardez comment elle raconte son histoire. C'est d'abord long. Non, ça a commencé que quand je veux faire comme ça, là, il va me gifler sur le lit. C'est des femmes qui parlent trop. Elle ne connaît pas son mari. Elle ne connaît pas son mari, monsieur Eric Fopoussi. Il y a des hommes que lorsqu'ils boivent, ils deviennent très dangereux. D'autres que lorsqu'ils boivent, ils deviennent lucides. Il ne veut même pas un bavardage dans ses oreilles. Oui, monsieur Eric Fopoussi. Oh, c'est comme on connaît son mari qu'on vit avec lui. Il y a des hommes, monsieur Eric Fopoussi, quand ils rentrent, dans certains quartiers, on le voit, il met la musique au dernier, il s'en fout s'il a les voisins ou pas, si sa femme est fatiguée, elle est fatiguée, il s'en fout. Chaque homme a sa façon de vivre, chaque homme a ses défauts. Donc, j'estime, monsieur Eric Fopoussi, que cette femme, sachant qu'elle a affaire à un homme, et je peux dire, permettez-moi d'accepter de dire que cet homme, quelque part, c'est un lâche, parce qu'à un moment donné, il a trop encaissé. Il a trop encaissé les coups, si bien que lorsqu'il veut parfois répondre à sa femme, il est obligé de se verser. Non, on n'a pas besoin de ça, monsieur Eric Fopoussi. Il faut faire comme les vrais bantous. Le bantou n'attend pas. C'est action-réaction à l'immédiat. Ça ne traîne pas pour ce genre de choses. Donc, j'estime qu'à ce niveau, la femme devrait gagner à fermer un peu. Elle a fermé un peu, monsieur Eric Fopoussi, et laisser son mari. C'est un rapport de 2 personnes. C'est une vie de 2 personnes. Lorsque l'homme rentre, il a consommé ses alcools. Elle-même a bien précisé que l'histoire, que quand le gars rentre, elle ne doit pas parler. Il ne veut pas parler à quelqu'un. Il y a des hommes, des foyers où l'homme ne boit pas, il ne fume pas. Mais des matins où il se lève, à sa simple mine, quand la femme regarde son mari, elle dit que le type c'est de mauvaise humeur. Elle évite le type toute la journée, c'est son mari. Parfois elle reste comme ça. Non, permettez-moi. À un moment donné, vous la voyez, elle sort. Elle va voir sa copine, elle dit que le gars, Jacques, le type là s'est réveillé ce matin. Ma copine, on passe la journée ici. Elle est vite. On a vécu ça avec nos mamans. Parfois, le père rentre. Moi, quand mon père rentrait, il entrait directement dans la chambre. Non, ça a cuit. On savait que là, il ne faut pas le suivre. Quand il rentrait, il klaxonnait. On savait que là, il est content. Même les enfants connaissent les humeurs de leurs parents. Même les enfants connaissent les humeurs. Combien de fois une femme est censée connaître l'humeur de son mari. Vous avez des femmes qui accueillent mal leur mari. Mal leur mari. Ça veut dire que l'homme rentre.
C'est à peine si la femme peut recevoir son mari. Il y a un souci. Dans ce couple, la femme doit réapprendre le mariage. Le mariage, c'est l'observation, l'action et la réaction, monsieur Eric Foposi. Vous avez suivi. Elle dit lorsqu'il rentre, il s'assied. Elle guette tout ce qu'elle a demandé. Je te sais. Mais non. Ta journée s'est passée comment aujourd'hui? Comment s'est passée ta journée? Il y a des façons. Parfois, on connaît de tous les enfants de la maison. Quel est l'enfant que le père aime le plus? Quand la mère sent que c'est un peu chaud, elle dit à l'enfant, va saluer ton père, va accueillir ton père, va monter tel à ton père, dis à ton père. Voilà, on sait, les femmes, nos mamans savaient manager ce genre de choses. Donc j'estime que je n'encourage pas la violence, non. Que les gens ne pensent pas que je n'encourage pas la violence, mais j'estime qu'elle doit apprendre à réapprendre à connaître son mari. Alors, je pense qu'avec votre prise de parole aujourd'hui, je pense que vous serez moins tensé. Oui, parce que ce que je dis, c'est la réalité. Voilà. Bien sûr. Ce que je dis, c'est la réalité. Les femmes qui l'appliquent, elles sont nombreuses, qui appliquent ça aujourd'hui au niveau des États-Unis, de la France, du Canada, qui nous appellent en disant, depuis qu'on suit Equinox, le 10-12 et l'histoire du jour, vos conseils nous permettent de savoir gérer nos maris. Et on s'est content. C'est vrai qu'il y a d'autres qui utilisent. Oui, c'est vrai qu'il y a d'autres qui utilisent pensant que les Bantous sont des sauvages et des barbares. On nous tente, mais non. Ceux qui suivent, qui prennent ce qui est positif, mettent en pratique dans leur foyer, seront de très bonnes femmes. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui nous ont dit d'ailleurs que depuis qu'elles suivent l'émission, elles ont appliqué vos conseils Bombok et Chalamel dans leur foyer. Elles ont retrouvé le calme et la paix dans leur couple. Alors, on aura moins de divorces en 2020. Bombok, vous savez que on parle parfois des hommes violents, hein, des hommes qui ont un caractère violent. Vous avez même des hommes qui naturellement dans leur rapport avec tout le monde sont assez violents. Il y a même ceux qui ont du mal à accepter la contradiction. Dans l'histoire de ce matin, à quel niveau on peut situer cet homme et cette femme? Non, cet homme n'est pas violent. Il est taciturne, il ne parle pas beaucoup. Il ne parle pas beaucoup, il n'est pas violent. C'est-à-dire, justement, Charles Hamel a dit quelque chose d'important tout à l'heure, lorsqu'on parle de l'initiation au mariage, et nous le disons ici tous les jours, lorsqu'on dit il faut supporter, on supporte quoi? Regarde l'histoire, elle dit, cette bête, le parfait amour, on sait quand j'avais 19 ans. Vous connaissez quoi à 19 ans? Qu'est-ce que vous avez appris de votre fiancé quand elle avait 19 ans? C'est-à-dire que vous voyez que les couples aujourd'hui, les jeunes couples, se découvrent jour après jour, au point où même quand ils auront 50 ans, ils ne sauront pas qui est qui. Or, la vraie femme n'a que 6 mois. Je vous dis bien 6 mois. Elle connaît son mari au détail. Et l'homme peut faire 10 ans. Il ne connaît pas sa femme au 5e. Et ça, c'est ça qui est plutôt normal. C'est ça qui est normal. Parce que la femme, tu dois la découvrir. Parce que chaque jour, elle doit t'attirer. Elle doit t'apporter une curiosité. Mais les femmes ont inversé les rôles au point où elles pensent que c'est elle qui doit être la patronne et doit. Voilà le problème. On dit, soyez derrière, votre homme doit grandir. Vous la poussez, elle dit non, je dois être à côté. Bon d'accord, elle s'est mise à côté, aujourd'hui elle est devant. Elle est donc embrouillée dans toutes les choses de la vie qui arrivent là. Elle met la poitrine. Elle se trouve que non, la poitrine de la femme n'est pas faite pour affronter les problèmes de la vie. C'est l'homme qui doit affronter les problèmes de la vie, les atténuer pour que la femme organise. Voilà la formule. L'homme affronte, il peut, la femme organise. Et cet homme n'est pas belliqueux. Il n'est pas violent. Il est taciturne. C'est le genre d'homme qui ne parle pas beaucoup, qui ne sait pas, mais qui écoute, même lorsqu'elle a la douleur. Non, ce que je lui reproche, c'est que, c'est la bière, ça l'a dit, il veut se mettre dans un état second pour exprimer la violence. Mais en fait, la femme, vous avez vu ce qu'elle a dit? Elle a dit, je l'ai bousculé en me défendant, il s'est cassé la dent. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Cette femme attaque. Elle est belliqueuse. C'est sûr, comme elle n'a pas voulu apprendre auprès de sa belle-mère, maman, Grégoire que je vais prendre, bon, il est même comment? Parce que généralement c'est ça, c'est la maman qui vous dit que mon fils là ne parle pas beaucoup. Observation. Quand il est comme ça, tu fuis. Voilà, Dieu, il est, mais elles ne prennent pas le temps d'apprendre.
Donc, quand elle a donc commencé à abuser, mais quel est cet homme-là? Il est toujours calme. Elle commence à te provoquer. Vous avez suivi tout à Elle l'heure. commence à te Tu as provoquer. suivi tout à l'heure, Karine. Elle dit, je te provoque. J'attends. Voilà. Oui. Ouais. Donc, Parce qu'à un moment donné, vous rebellez les gens. Oui, à un moment donné, vous rebellez les gens. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Donc, je n'apprécie pas le fait qu'il se met en état second pour exprimer la douleur. Elle peut blâmer, elle peut dire, c'est pas la lâcheté. Mais c'est la femme qui doit savoir connaître son mari. Je le dis à mes femmes, je termine par là. Si en 6 mois, vous n'avez pas connu votre homme dégagé, ne continuez plus l'aventure avec lui. Ne continuez plus. Ça veut dire que vous avez raté le coup. Vous nous sortez les choses tous les jours ici. Hein? Absolument. Oui. Absolument. D'accord. On va terminer avec Dominique Audrey. Ça a le mérite d'être clair au moins pour ce matin. Dominique Audrey. Oui, ce qui est clair, c'est que on peut taper la femme, mais on ne se saoule pas la gueule avant de taper. On vient, on rentre du travail, on ne boit pas une goutte d'alcool, on vient, on tabasse les conneries et on passe. Non, tabasser n'est pas le mot, s'il vous plaît. C'est pas le mot. Faut pas utiliser des mots qui ne sont pas. On n'est pas un homme, merci Monsieur Mbachou, on n'est pas un homme parce qu'on utilise ses muscles au lieu d'utiliser sa cervelle. Si on est dans un couple, dans une maison avec une femme et qu'on se lève et qu'on a le cafard, ça ne veut pas dire qu'on ne dit pas bonjour à sa femme. Ça ne veut pas dire qu'on va attacher le visage comme si c'est votre femme qui avait tué votre mère. Vraiment, je suis désolée. L'éducation, la bienséance voudrait qu'on dise bonjour. Et par rapport à la façon dont vous allez faire vos phrases, votre femme comprendra qu'aujourd'hui, je ne peux pas avoir la conversation avec mon mari comme d'habitude. Mais ça ne voudra pas dire que le matin, je vais aller chez la voisine m'asseoir parce que mon mari est de mauvaise humeur. Vraiment, arrêtez de faire l'apologie de ça. Les hommes n'ont pas été créés avec 3 yeux. Les hommes ne sont en rien différents des femmes. Arrêtez de penser que les hommes sont des êtres à part, supérieurs, et que les femmes ne sont rien. Les femmes doivent se soumettre, tout encaisser, tout subir, parce que ce sont des femmes. Monsieur Fopoussi, et on a marre. On ne peut pas passer 11 ans. Vous ne pouvez pas faire 11 ans. Monsieur Mbachou, je suis... Non, c'est la télé, je comprends. Non, mais c'est pas ça n'a rien à voir avec la télé. Dans notre quotidien, dans nos familles, on a tous vu des femmes se faire battre. Moi, je vous ai dit ici, je ne suis pas contre le fait qu'un homme donne une claque à sa femme, parce que moi, j'en ai reçu. Parce que j'ai eu des écarts de comportement. Vous dites ça, après vous dites que... Il ne faut pas pousser. Monsieur Mbachou, comment se fait-il que votre femme soit dans le lit, elle soit en train de dormir? Votre mari est votre Seigneur. Pendant que je suis en train de dormir, vous venez, vous me tapez et vous me violez. C'est ça être un homme? Vous avez besoin d'alcool pour faire ça? Moi, je vais dire à cette femme, je vais lui dire, puisque la première fois, d'abord, il semble même que cet homme soit léger. Parce que s'il suffit de se dégager, il se casse une dent, imaginez ce que vous pouvez lui faire, qui va lui enlever l'envie de vous taper, parce que même ses enfants, ils n'arrivent même pas à les gronder, parce qu'ils n'aiment même pas là, à la maison. La prochaine fois que l'envie va lui passer de vous taper dessus, allez dans votre chambre, vous mettez une culotte, vous vous couchez, vous l'attendez. Lorsqu'il entre, il vous donne le premier coup. Vous vous levez, vous fermez la porte. Personne n'entre, personne ne sort. Vous le battez là-bas et vous lui faites l'amour, vous aussi. Il va arrêter ça. Faites de la télé, hein. Voilà. Non, vous voyez pas la femme de tuer au suicide. Ce n'est pas le suicide. Voilà. Le suicide, c'est continuer de rester avec un homme qui tape tous les jours. Faut pas l'envoyer. Tous les jours, il faudrait que j'arrête ça. Faut pas l'envoyer au suicide. On va s'arrêter là pour ce matin, madame, monsieur. Tout de suite et maintenant, on va prendre la prochaine rubrique. Il s'agit de la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question du marketing de réseau dans ce pays. C'est quoi le marketing de réseau? On appelle multilevel marketing.
MLM. Marketing de réseau, marketing relationnel, vente multiniveau, marketing de palier et j'en passe. Comment se présente ce type de marketing-là? Cela fait des années que le Cameroun vibre sous la coupole des marketing de réseau, où des gens se retrouvent à faire de grosses mises, espérant atteindre le nirvana. D'ailleurs, on a une phrase qui accompagne « gagner plus sans avoir beaucoup travaillé ». Savez-vous que la loi en ce qui concerne le multi-level marketing ou marketing de réseau au Cameroun n'est pas établie? On n'a pas de loi qui porte sur la question du marketing de réseau. Tant qu'on n'a pas frappé jusqu'à ce que les gens marchent, on ne peut pas réfléchir sur la loi au Cameroun. Tout arrive, c'est après qu'on réfléchit sur les textes de loi. On peut vous faire ce qu'on veut, quand on veut et comme le veut, personne n'interviendra. C'est pourquoi naissent de multiples entreprises, parmi lesquelles des arnaques et escroqueries, dont sont victimes de nombreux citoyens. Celui pratiqué par les multiples organisations au Cameroun et en Afrique, en sont-ils, en leur nom et place, de véritables marketing de réseau? Comment comprendre que tous les partisans, bien qu'inspirant de la pitié parfois, confirment qu'ils seront millionnaires dans les mois à venir? Malheureusement, ces mois qui n'arrivent toujours pas, ou pour être plus clair, n'arriveront jamais pour beaucoup d'entre eux. Vous avez des gens qui font le marketing de réseau depuis des années, ils sont toujours là à pied, pendant que d'autres, ceux qu'on dit Seigneur Diamond, Seigneur Or, Seigneur Platine, Platinium, sont en train de rouler carrosse, prennent des voyages première classe, vont se balader à leur fin. Comment comprendre que les marketeurs de réseau mettent toujours un produit au centre de leur activité? Certains mettent des formations certifiantes en avant, d'autres des produits naturels, comme des serviettes hygiéniques à base de ginseng, aloe vera. Mais lorsqu'ils vous invitent à leurs fameuses conférences, leurs fameux séminaires, ils parlent de tout. Ils parlent du bien-être, ils parlent du mariage, ils parlent de la réussite. Parfois, ils oublient même le produit qui est sur leur table. Ils vous forment en développement personnel, coach personnel, comment parler devant les gens, comment réussir devant les gens, comment atteindre ses objectifs, comment avoir un couple heureux, comme l'histoire de ce matin. Ils vous donnent des stratégies pour enregistrer de nouveaux fioles. Mais concernant le produit qui est sur la table, on ne dit presque rien. Ils vous expliquent comment vous allez être millionnaire en moins de 8 mois. Comment ils ont abandonné leur poste de cadre pour se lancer. J'étais cadre dans une multinationale. J'ai touché 400 000 francs un beau matin lorsque j'ai découvert telle structure. J'ai abandonné. Aujourd'hui, regarde mon train de vie. Je brille, je suis en santé, je suis ceci, je touche le triple de ce que j'avais. Eh bien, mon frère, rejoins-moi. Bien-aimés, c'est des pyramides concrètes. N'ayons pas peur de dire que loin de la pyramide de Ponzi, cette affaire-là est une escroquerie pyramidale que plusieurs organisations cachent sous le terme marketing de réseau. Comment comprendre ce système où chaque nouvelle recrue doit amener 2 ou plusieurs autres personnes et ainsi de suite pour entrer en possession de son investissement initial, généralement 10, 20 à 50 fois plus élevé que la valeur exacte du produit qu'on lui donne à son entrée. Il n'y a aucune création de la valeur, car on prend l'argent des morceaux des nouveaux qu'on partage aux plus anciens et ainsi de suite. Comment comprendre ce langage qui tend à légitimer le fait des personnes qui ont démissionné des multinationales pour se lancer dans ce fameux marketing des réseaux et qui aujourd'hui ne touchent pas moins de 20, 40 ou 50 millions tous les mois? Sachez qu'il n'y a même pas un peu de vrai dans toute cette histoire, parce qu'au vu de ce qui est raconté, au vu de ce qu'on apprend, vous allez vous rendre compte qu'il y a trop de points d'interrogation. Savez-vous que dans ces entreprises sont tenus des discours qui sont des contre-vérités sur les gains
ou les récits des leaders. Pour entrer dans le réseau, il vous suffit d'avoir un cachet ou de faire un achat de moins 400 000 francs CFA. On vous demande maintenant de développer votre propre réseau en faisant venir 2 personnes A et B qui elles aussi vont s'acquitter d'un achat de 400 000 francs CFA. Savez-vous que c'est après avoir fait leur achat de 400 000 francs CFA que ces derniers apprennent qu'ils vont devoir courir après leurs parents, amis et connaissances et les attirer dans le réseau pour pouvoir concrétiser leurs rêves de richesse. Je me rappelle, dans un avenir pas très loin, que je suis rentré parce qu'on m'avait amené dans un marketing de réseau en cercle. On m'a fait acheter un biodisque. Je vais vous dire ça tout à l'heure. Alors, Chalamel, vous nous amenez sur un terrain très glissant parce qu'on ne comprend toujours pas comment ces gens-là réussissent à prospérer au Cameroun alors qu'on sait tous que c'est l'arnaque. Je veux dire, au moins là, nous sommes d'accord. Ces gens continuent à travailler, à recruter de nouveaux fidèles, de nouvelles ouailles, et qu'on ne sache pas effectivement comment ces gens fonctionnent et qu'on laisse fonctionner. Vous avez raison de rappeler que le marketing des réseaux n'est autre chose que le système de Ponzi. Vous savez que Ponzi, c'est un Américain à Boston dans les années 1920 qui avait mis en place un système comme ça. Vous investissez votre argent dans une affaire et vous êtes rémunéré parce que vous apportez 2 ou 3 personnes. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que c'est les 2 ou 3 personnes nouvelles que vous apportez qui rémunèrent en effet votre investissement. Donc ça veut dire que tout fonctionne bien tant qu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent et que la somme que ces personnes apportent continue à rémunérer tout le monde. Le jour où cette somme est inférieure au nombre de personnes qui existent, qui attendent de rémunération, vous voyez que la pyramide s'écroule comme un château de cartes. En réalité, on est là. Et vous avez des gens qui continuent à vous dire que mais non, j'ai gagné. La question n'est pas que vous ayez gagné ou pas. Parce qu'effectivement, il y en a qui gagnent justement. Mais le problème apparaît le jour où justement, vous ne gagnez plus et qu'on ne peut plus payer votre somme que vous recevez régulièrement. C'est ça qu'on explique aux gens sur cette question de la pyramide de Ponzi, sur le marketing des réseaux et sur tous les produits qui sont vendus dans ce registre-là et que ces personnes ne comprennent pas. Alors, justement, comment comprendre que cette affaire ait autant de succès? Parce que le capitalisme mondial a ceci de particulier qu'il réussit toujours à se régénérer. Et comme tout escroc, le capitalisme mondial cherche toujours les moyens pour s'accaparer des richesses du monde. C'est ça aujourd'hui, parce que lorsque vous entendez parler du consensus de Washington, c'est 10 points qui encadrent ce que vous appelez à tort la mondialisation des économies. Dans ces 6 points de consensus de Washington, le 2e point parle de les activités des spéculateurs. Et il y met tout dedans, précisément, surtout dans nos pays du tiers-monde où on nous a fait croire que c'est l'argent qui fait le bonheur. Et nous y sommes allés. Tout ça, vous avez l'expérience de Mida, on ne reviendra plus dessus. Or, dans toutes les écoles, même au Massachusetts Institute of Technology, à Cambridge, tout ce que vous voulez, tout le monde vous dira que la communication est africaine. La communication est d'origine africaine. Qu'est-ce qu'il y avait donc dans ce que vous appelez aujourd'hui marketing des réseaux? Parce que quelquefois, lorsque nous disons aux gens que ce sont les mathématiques binaires qui sont dans ce que vous appelez vos iPads et tout, ils ne comprennent pas qu'il y a des années avant Jésus-Christ, nous on faisait ça, ces choses-là. C'est quoi? Il y a 3 choses qui fondent la personnalité. Charles Lamel a parlé du développement industriel. 3 choses. Développement individuel d'abord et collectif ensuite. C'est sur la base de 3 proverbes africains. Le premier, c'est la souris n'est pas l'esclave de l'éléphant. 2e proverbe, je ne mange pas chez toi. 3e proverbe, ma décision est prise, je l'applique. Dans la souris n'est pas de l'esclave de l'éléphant. Ça veut dire quoi? La souris, elle est petite, c'est un petit animal, tout le monde sait, et l'éléphant. La souris peut se contenter de quelques grains de maïs, d'arachide, mais l'éléphant
a besoin, va dévaster les forêts, va. Mais est-ce que pour autant, comme l'éléphant est grand qui dit que je commande la souris? Non. Ça veut dire que chacun s'organise au niveau où il est. Précisément parce que nous qui connaissons Dieu, nous disons, il faut éveiller l'âme de Dieu qui sommeille en toi. Et c'est ça qui aboutit donc à la deuxième. Disons, je ne mange pas chez toi. Comment on organisait ça? Parce que ici à l'époque, on vous parlait de troc. On faisait de ceci. Comment c'était organisé ces choses? Je ne mange pas chez toi. Lorsqu'un enfant grandissait, une fille ou un garçon, on vous amenait au travail communautaire. Après, on vous a dit que non. Et vraiment, nous, on faisait les jégiques ici, comment on appelait ça? Les coopératives. Les coopératives, non, ce n'est pas une affaire occidentale, c'est nous. C'est la collectivité. C'est comme ça qu'on commençait à développer. Et dernièrement, maintenant, comment on applique à la maison? Ma décision est prise, vous constatez, vous prenez vos décisions et vous l'appliquez. Voilà comment on faisait le développement personnel et collectif. Ici, c'est, Jean Ziegler appelle ça la prédation. Donc, c'est les prédateurs qui ont mis en place un système de prédation, comme vous dites. Oui. Dominique Audrey, comment comprendre justement que ces gens-là continuent à avoir autant de succès dans un pays comme le Cameroun, dans nos sociétés aujourd'hui? C'est à cause des personnes qui y adhèrent. Moi, j'ai un problème contre ces personnes-là. Les personnes qui sont à l'initiative de ces groupes, de ces arnaques-là, ils tendent juste des pièges. Maintenant, c'est nous autres qui y entrons. Moi, je vends à ça la paresse, le gain de l'argent facile. Parce que quelqu'un va vous dire, tu donnes 400 000, en 8 mois, tu deviens millionnaire. Malheureusement, aujourd'hui, dans la jeunesse, les gens aiment facilement avoir l'argent sans avoir travaillé. Vous ne pouvez pas donner un peu d'argent et sans avoir fait la moindre activité, que ce soit avoir une telle rémunération. C'est juste l'envie d'avoir l'argent facilement qui mène ces gens-là toujours à ça. Moi, j'ai connu, l'organisation que j'ai connue, on demandait d'acheter une montre de 400 000 francs. Oui, donc vous donnez 400 000, on vous donne une montre et au fur et à mesure, vous devez amener des gens. Et j'ai eu des camarades de classe, oui, tout simplement, on vous dit que non, c'est une montre de luxe, machin. Donc, j'ai eu des camarades qui l'ont fait. Ils ont acheté et jusqu'aujourd'hui, ils continuent de s'endetter parce que on va vous dire, on va dans la famille, on dit non. Ils ont dit que si on donne ceci, la famille aura cela. Et toute la famille se cotise pour ça. Et malheureusement, on se retrouve avec des dettes et avec des gens qu'on n'a pas pu solder. Ça m'a fait penser à cette histoire de Mida là, parce que ce n'est pas différent. C'est multiplier l'argent sans avoir travaillé, justement. Et la faute à qui? Aux institutions, parce qu'aujourd'hui, notre jeunesse est perdue. Elle est égarée, elle ne sait vers qui se tourner. On n'a pas de travail, on n'a rien. Donc si je donne 400 000, j'ai de l'argent. Donnez-nous le travail. Et des histoires comme celle-là, on n'entendra plus parler de ça. Des organisations comme ça ne pourront pas prospérer. Et comment se fait-il que dans un pays normal... Est-ce que c'est juste une question d'argent? Parce que j'ai vu des gens quitter des postes... Démissionner, oui. Oui, démissionner de leur entreprise où ils occupaient des grands postes avec de grands salaires, démissionner. Est-ce que c'est vraiment que de pauvreté qui amène les gens vers ces choses-là? C'est de l'argent, non. Les personnes qui travaillent dans ces ministères, c'est de l'argent. C'est pour l'argent qu'ils quittent. Parce que quelqu'un vous dit, si vous avez 30 000 aujourd'hui, et moi je vous propose 100 000 là-bas, forcément vous allez laisser les 30 000 pour aller vers 100 000. Donc je crois que c'est pour avoir le plus de gains possible. À côté de ça, j'ai passé, il y a une année, j'étais à Kekem là-bas. Et là-bas, cette organisation s'est transformée en secte. Là-bas, ce n'est plus simplement l'argent, c'est devenu on a ajouté à ça des pratiques occultes. Donc maintenant, ce marketing réseau, parfois, c'est aussi... il y a trop de ramifications. Oui, parce que comme je vous ai dit, à chaque fois, et c'est pourquoi ils ont un succès aussi éclatant, c'est qu'à chaque fois, on trouve le moyen de faire en sorte que vous pensiez que vous travaillez pour une cause exceptionnelle. Ça veut dire qu'on fait rentrer en vous l'idée que vous êtes né pour quelque chose. Ça veut dire qu'ils ont commencé par prendre les produits de santé bio. Donc, on vous montre que vous êtes contre cette firme pharmaceutique qui vient avec des produits chimiques, qui crée le cancer, qui crée ça. Vous imaginez. Donc ça, et le fameux vous parlez ces gens, ces gens-là ont un message, ces gens-là ont... Quand ce n'est pas ça,
Ils viennent dire que non, vous savez, actuellement, pas beaucoup de francs CFA. On parle beaucoup de francs CFA. Donc, ils ont pris ce qu'on appelle la crypto-monnaie. Non, nous sommes la crypto-monnaie, c'est l'avenir. Ces monnaies, le CFA, non, c'est plus ça. Et vous savez que les gens sont très attirés par les questions de monnaie. Du coup, ils s'engouffrent dans la crypto-monnaie. C'est toujours le système qui se remet en place. Donc, il y a une mutation et une transmutation de ce phénomène qui est tout à fait effrayant. C'est grave. Quand ce n'est pas les produits pharmaceutiques, c'est la monnaie. Quand ce n'est pas la monnaie, c'est des produits... Le développement personnel. Oui. Le fameux. Non, il y a d'autres produits qui rentrent en compte là maintenant. C'est les serviettes hygiéniques, par exemple. Ils ont commencé avec ça. Oui. Non, ils ont commencé avec ça. Voilà. Oui. Allez-y, Karine. Donc voilà, en fait, ce qui explique en réalité le succès de ça. Allez-y, Karine. Et ça coûte très cher, 16 000. 30 000. Ces serviettes hygiéniques là, ça coûte pas les. On vous a fait la démonstration. Oh, Monsieur Fopossi, c'est des choses que je connais parce que à un moment donné, j'ai côtoyé ce milieu-là. Le marketing de réseau fonctionne sur une base très simple. Tu amènes quelqu'un, je profite de lui, tu profites de lui, et ainsi de suite. C'est clair. Et le réseau peut être en étoile, comme on nous a appris à l'école, en arbre, ça dépend de vous, ça dépend même du système du marketing de réseau. Parce que s'il vous plaît, chaque organisation a son système. Il y a une là qui fonctionne vraiment en étoile, c'est-à-dire que vous pouvez profiter de tout le monde. Il y a une qui fonctionne en arbre, tronc d'arbre, chaque branche ne profite que de ses feuilles. Chaque branche ne profite que de ses feuilles. Et dans ce système-là, on vous dit que vous pouvez acheter les produits, vous avez un capital que vous allez verser. Et quand vous versez le capital, on vous donne les produits. D'abord, vous n'êtes même pas obligé de vendre les produits. Parce que si vous faites venir une personne, la personne va encore s'inscrire et va verser le capital. Ça va vous permettre à vous de financer encore votre produit. Quand vous allez acheter beaucoup, vous pourrez maintenant aller vendre, payer les gens pour vendre vos produits. Ça, c'est des choses que je maîtrise. Non, mais parce que ces personnes sont à l'attaque, ils cherchent les gens et ils ne cherchent pas n'importe qui. Vous n'allez pas voir n'importe qui dans ça. Quand ils arrivent dans un marché, par exemple comme le marché central, ils accostent que la personne qui vend bien son produit, qui a la capacité de convaincre, parce qu'ils ne veulent pas les gens qui viennent s'asseoir là et attendre. Tu veux la tomate? C'est pas ça. On veut des gens qui sont capables d'aller bousculer le marché parce qu'il y a la concurrence. Quand vous allez dehors là, pendant que tel vient avec ses produits, l'autre vient avec ses autres produits, il faut que vous soyez capable. Vous croyez vraiment que ces gens-là ont besoin de vendre leurs produits? C'est pour cela que je vous dis, et on vous fait croire, parce que vous venez parler bien. Vous allez voir, il y a une catégorie de commerciaux aujourd'hui qui font le porte-à-porte, qui sont très accostés par ces personnes-là. Et quand on sent que vous avez une capacité de convaincre, parce que si vous vendez bien un produit, vous pouvez vendre un service. Si vous vendez bien un service, vous pouvez vendre leur organisation, n'importe où. D'accord. C'est de ça qu'il est question. Alors, Charles Hamel, sur cette question du succès, on va dire étonnant de ces officines de marketing de réseau. Alors, j'ai côtoyé 4 précisément, et je vais vous dire, je ne peux pas citer leur nom ici, j'en ai côtoyé 4, M. Eric Fopoussi. Ça ne profite qu'aux 10 premiers. À intégrer. 10 premiers à intégrer. C'est-à-dire le gourou, excusez-moi que je l'appelle le gourou, celui qui est au sommet, et les 9 autres. Tous ceux qui vont venir dans la branche Fopoussi Negou. Si vous êtes 1000, ça va vous faire 20 millions. On va tailler, retrancher, vous verser. Celui qui est venu, donc tous ceux qui viendront après vous, après, ne pourront rien avoir, sinon que 25 000, 10 000 et tout. Je connais des femmes aujourd'hui dont on a saisi beaucoup de biens parce qu'elles ont cru à cette affaire de marketing de réseau. On a fait acheter à un monsieur, il faut pousser. Le biodisque, on le vend à 10 000. Vous avez des gens que vous ne pouvez pas causer. Ils mettent des gros trucs ronds comme ça là sur leur poitrine. Ils marchent avec, parfois ils mettent des... On dit c'est pourquoi? C'est pour éviter les rayons. C'est pour éviter que la mort ne me prenne. Le magnétisme, tout ce qui est... Vraiment, monsieur. Et on vend ça à 10 000. 400 000 francs CFA. Le prix brut c'est 10 000. On vend ça à 400 000 francs CFA dans certains siècles. Vous avez un genre d'eau. Il y a des l'eau, c'est l'eau bleue, ou c'est comment ils ont un nom là, c'est ionisé. Il faut utiliser ça. Monsieur, il faut non, comment? Vous riez? Les gens payent, oui. Les gens payent. Ils payent à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer, des bracelets. Alors, quand vous vous rendez compte que
J'ai payé ça. Il y a un peu de mysticisme dans cette affaire. J'ai assisté, le dernier que j'ai assisté, monsieur Rifopoussi, c'est sur la rue Djonjon. Il y a une salle là-bas que les gens la louent tout le temps. Je suis entré avec 3 produits. Bonapriso. Oui, là-bas, Bonapriso, il y avait des serviettes hygiéniques là, avec aloe vera, et puis il y avait un jus. Le gars là debout, il dit, dites que je suis heureux. Dites que je suis à ça, répond, je suis heureux. Dites que je suis heureux. La pensée positive. Oui, mais c'était le coaching. J'ai fait 2 heures à écouter des gens. Ils n'ont pas parlé de l'aloe vera, ils n'ont pas parlé des serviettes. Ni du produit. Ni du produit. Après, je me rapproche, je dis, non, tu viens d'arriver, non, laisse, tu vas comprendre. Vous voyez, il a dit, regardez-moi, vous voyez un gars qui fait le lifting, un gars qu'on nettoie la peau, il dit, je ne consomme que du bio. Est-ce que je ne suis pas vivant? On dit, vous vous rendez compte? Il les recrute où, ces gens-là, justement, tout le temps? Parce que... Monsieur, ouais. aussi, on vous sert du café. Et là, il y a une corbeille qui est placée. C'est le don volontaire. Il a loué la salle pour nous faire des enseignements. Il faut faire le don volontaire. Vous avez des gens qui veulent mettre les 20 000, les 30 000. Je suis un ami. Répète que je suis un ami. Salue ton ami qui est à côté. Il fait partie du réseau. Je n'ai rien compris dans ce système de marketing. À la fin, on vous dit, il y a tel. Quand je commence à lancer mes investigations, je discute, on me dit que comme tu les vois assis là, ce sont eux qui sont les fondateurs, les membres fondateurs de ce réseau. Vous les voyez avec des grosses montres, vous les voyez. Et c'est là que vous réalisez que, en fait, tous les gens qui arrivent, lorsque vous payez, on prend cet argent qu'on répartit proportionnellement avec ceux qui sont entrés. Vous avez les gens qui ont 15 000. En termes, on dit que ce mois, ça t'a donné 15 000, tu vas toucher à ta banque. La banque du bonheur. Ils s'appellent ça la banque du bonheur. 15 000. La banque du bonheur. La banque du bonheur. Merci. On va s'arrêter là pour cette première partie de l'émission, madame, monsieur. Une pause s'impose, évidemment. Et dans un court instant, la deuxième partie. À tout de suite. Finalement. Alors, on va démarrer cette deuxième partie avec vous, Karine Sontier. On va lire quelques messages. On a eu en première partie l'histoire du jour et la colère de Charles Abel qui n'arrête de me faire rigoler depuis que nous sommes à la pause. Oui. Allez-y, Karine. Parlant de la colère de Charles Abel, ma cousine et moi, on ne se parle plus jusqu'aujourd'hui, juste parce que j'ai refusé de la suivre dans un réseau. Un autre message. Ils sont dans leur méthode. Ces gens sont très agressifs, très agressifs, et ces gens vous disent, ces gens parfois peuvent vous faire quitter votre emploi. J'ai vu des gens à qui ils font quitter. Oui, ça veut dire que le discours qu'on vous sort, et parfois ça veut dire qu'on vous dit, mais qu'est-ce que tu fous là depuis que tu es dans ta boutique, si ça t'a apporté quoi? Tu es là, tu es toujours à pied. C'est quoi? Ils ont des méthodes comme ça, et c'est ça en réalité. Vous voyez, on trouble les Camerounais et on laisse prospérer. Ce qui me gêne, c'est que l'État du Cameroun laisse prospérer cette mafia, cette arnaque, cette escroquerie. On vous a déjà vendu un dentifrice à 100 000 aloe vera. Oui. Eh bien, c'est ça. C'est ça, il y a à Yaoundé, je ne peux pas citer son nom ici, ça, le nom des herbes, un genre bizarre, monsieur Rifopoussi. Là-bas, on vend le dentifrice à 100 000 francs CFA. Vous voyez des gens qui s'agglutinent pour acheter un dentifrice bio. Et c'est un sujet de fantaisie. Ils se vantent en disant, regardez mes dents, regardez mes... Mais franchement, monsieur Rifopoussi, je ne comprends pas. Mais vous savez, quand un peuple est dans la misère, quand un peuple côtoie la misère et la souffrance, je vous assure, le premier qui vient, on boit ici. Non, mais je ne comprends pas ce pays. Ils vendent aussi le café. Hein. Il y a un type de café spécial. Et vous ah oui, ça j'ai vu ça ici à l'hôtel qui a... Oui, ils ont un café. Vous avez vu ça? Oui, un café là. Un café spécial. Ils vous donnent des vertus de ce café. Un café bio, un café qui... Il y a un café qui n'est que pour les adultes, les personnes non, il y a un café qui corrige votre pH. Il y a un café qui lutte contre l'hypertension artérielle, qui lutte contre le diabète. Ces gens-là ont des façons de faire et ce café ne coûte pas. La tasse de café, ça ne coûte pas. C'est pas ce qu'on vend là, le sachet à 75, je ne sais pas combien vend ça, mais après, on est dans les 25, 30 000, 50 000. Et les gens achètent ça. Et les gens boivent ce type de café. Ils n'ont pas d'argent. Qui déploient cela pour prendre. Vous les voyez marcher dans des bureaux.
Quand je les coince parfois en Dokoti, vous les voyez dans les bureaux, ils viennent, ils toquent. Bonjour monsieur, bonjour mon juge, bonjour mon maître, bonjour tel. Voici des produits. Regardez, je sens, je vis la vigueur. Si je vous donne mon âge, est-ce que vous pouvez imaginer que je fais mon âge? Voilà, vous comprenez vraiment, Non, mais vous comprenez vraiment comment ça marche, et c'est pour ça que ça a ce succès. Le gourou est un homme, il ne fait rien, il est sous la clim. Ils calculent les entrées et tout. Moi, je les appelle des gourous. Et je crois qu'ils sont même en complicité avec l'État. Je crois qu'ils sont en complicité avec certains dirigeants. C'est important qu'ils soient en complicité avec certains dirigeants qui savent que ça, c'est du faux. Voilà. C'est la fémania. Et je m'étonne qu'aucune organisation de consommateurs n'ait jamais levé le petit doigt parce que ça c'est voilà, parce que en plus on en a au Cameroun 88. Oui, il y en a 88 cercles de réseau de marketing, on en a 88 plus le dernier qui cherche depuis à entrer là, qui est parti de la Côte d'Ivoire, qui cherche depuis à entrer au Cameroun et ne réussit pas à s'installer là. D'accord, ok, on va continuer à lire les messages qui arrivent rapidement. Un autre message, cette fois-ci concerne, oui, toujours la colère. Cette histoire de marketing de réseau est un cas d'école de Fémania et devrait inspirer même les universitaires. L'histoire du Cameroun en Fémania. Un autre message ce matin concernant l'histoire du juge. J'ai personnellement failli achever mon tuteur avec une pelle parce qu'il battait affreusement sur sa femme tout simplement parce qu'il était monogame et que ses amis l'incitaient à la polygamie et que celle-ci n'était pas d'accord. Bref, quelles qu'en soient les situations de la vie, la bastonnade n'est pas et ne sera jamais la solution. Ça, c'est notre message. Il faut d'abord savoir savoir ce qui se cache derrière le comportement présent de cet homme, puisqu'avant, il ne se comportait pas de la sorte. Peut-être qu'il était prédisposé aux bastonnades, mais ne trouvait pas encore le moyen de développer. Alors, quel que soit ce qui se passe dans le couple, il faut privilégier le dialogue en lieu et place de la bastonnade. Et si cela continue, qu'elle convoque un conseil de famille. Si cela persiste, le conseil social, le service social, ou alors qu'elle porte ses clics et ses claques, elle s'en va. Sinon, c'est la mort qui s'en suivra. Passé de Francis, qui écrit: j'ai les larmes aux yeux après votre propos sur la tuberculose. J'irai chez moi à Fosson-Mantien enterrer mon frère aîné qui est décédé dimanche passé faute de traitement. Alors là, ça devient plus grave. Ça veut dire qu'on a déjà des gens qui meurent faute de traitement. Simplement parce que les gens ne parlent pas, ne s'expriment pas. Il y en a beaucoup. Malheureusement, et je m'étonne que les médias n'en font pas. N'en font pas cas. Ça fait quand même 3 mois. 4 mois, pourquoi vous êtes à 3 mois? Ça fait 4 mois et les médias n'en parlent pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une zombification des médias aussi pour ça. Quand même, hein, quand même. On va, madame, monsieur, lancer avec Karine Santia la revue des réseaux sociaux dans cette émission 10-12 le Zénith, du lundi au vendredi, entre 10h et 12h. Pour ceux qui nous regardent à l'étranger, nous avons un clin d'œil pour vous ce matin. Alors, on commence par l'information concernant la conférence du ministre de l'administration territoriale hier, en prélude, n'est-ce pas, à cette conférence semestrielle des gouverneurs de régions qui s'est tenue hier dans la capitale politique du Cameroun. Alors, le ministre Atangandji a été clair vis-à-vis de ceux qui vont s'en prendre aux élections, au double scrutin prochain. Ceux qui ne veulent pas voter, n'empêchez pas les autres d'exprimer leurs droits. Pour le ministre de l'administration territoriale, l'État, voilà, le bras de l'État va se lever si jamais on trouve que vous voulez foutre le trouble lors de ces élections. Je vais reprendre l'une de ces phrases. Alors, face auxquelles les muscles de l'État se mettront en branle et toute velléité de désordre venant de quiconque, indépendamment de son statut social, sera traitée avec fermeté et conformément aux lois de la République. Voilà qui est dit. Voilà, il y a encore plus grave, enfin pas plus grave, mais encore plus intéressant dans les propos de monsieur le ministre Paul Atangandji hier. Il cite ainsi
la Bible, on est là vraiment dans une forme de, on va dire, de prêche pour ceux qui vont à l'église tous les dimanches et qui connaissent un tout petit peu comment ça fonctionne là-bas à l'église. J'aimerais partager avec vous cet extrait que nous propose le ministre. Il parle de Romains chapitre 13 versets 1 à 5. Il dit, Saint Paul dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, même si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir ceux qui font mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Fin de citation de ce partage, de cet extrait du chapitre 13, versets 1 à 5 du livre aux Romains, voilà, des lettres aux Romains de Saint Paul. De Saint Paul. Alors, c'est pas la seule allusion à la Bible ou bien à Dieu qui est là. Il dit dans cet extrait, chacun dans sa vie doit choisir entre deux choses: le choix de construire ou le choix de détruire, le choix de servir Dieu ou le choix de servir Satan. Ceux qui font le choix de la destruction, de la haine, de la désinformation, et pour qui le complot contre les institutions républicaines est le sport favori, ont fait le choix de servir Satan. Voilà. Bobok, on a le sentiment que là, on est clairement dans une chapelle du centenaire et on a un pasteur qui est en train de prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais sauf que là, c'est notre ministre de l'administration territoriale. Oui, mais c'est vrai, j'avoue, j'allais dire mon analphabétisme. Je ne connais pas la Bible, mais je crois quand même que Dieu, qu'il cite, a demandé aux Israélites de se lever contre Pharaon. C'est ce qu'on dit dans la Bible. Même comme je la condamne, je ne la considère même pas comme livre sacré. Mais là, c'est mon affaire. Mais puisqu'il s'inspire de la Bible, il dit toute autorité vient de Dieu. Oui. Mais absolument, apparemment, on s'est élevé. Dieu a demandé aux gens de se lever contre l'autorité de Pharaon, non? Parce qu'apparemment, il les terrorisait. Même Saint Paul lui-même. Voilà. Saint Paul lui-même qui était Saül avant. Et voilà. Et tout à fait, il a changé de nom et tout. Non, il ne faut pas. Et autre chose, ceux qui vont à l'église, il y a une chanson là, apparemment ils disent que c'est Satan qui domine le monde. Ça aussi, j'entends ça. Je ne sais pas si ça sort de la Bible ou si ça sort de quelqu'un. Apparemment, Dieu, son ami, son ange le plus proche s'appelait Lucifer. Et c'est Lucifer qui était l'ange de la lumière. Et Dieu a envoyé Lucifer parce qu'il était devenu désobéissant. Ça veut dire en fait que c'est Lucifer qui domine le monde. Donc les autorités que nous avons dans notre monde viennent de Lucifer, ne viennent pas de Dieu. Il faut d'abord qu'on s'entende sur ces choses-là. Moi je pense que le ministre, précisément parce qu'après le discours du chef de l'État, il a fait une autre sortie. Ils sont dans une option de guerre. C'est pour ça que le gouvernement veut brouiller ce qui se passe. On brouille comment? Est-ce que le CPP et le MRC ont parlé de violence? Moi, je n'ai pas encore entendu, de toutes les manières. Je me rappelle également que le CPP, dans ses mouvements qu'ils appelaient, si c'est Stand Up Cameroun et tout, ils étaient d'ailleurs avec un prêtre, Ludovic Lado, quelque chose comme ça, voilà. À l'approche de la présidentielle, ce prêtre était venu ici pour donner une conférence de presse, on l'a interdit, prétextant qu'ils veulent mettre le pays à feu et à sang. J'avais dit ce jour-là que moi j'ai envie moi, à ce moment-là, moi j'adhérerais à ce mouvement. Parce que la théologie de la libération qui a amené le peuple de l'Amérique latine à combattre le colonialisme était
à l'initiative des prêtres, notamment Dom Elder Camara, Gustavo Gutiérrez. Donc, ça, c'est connu. Donc, si nous avons tant de gens, comme ça, les prêtres qui nous amènent contre l'autorité établie, parce que cette autorité-là, comme disait Oumniobe en 1954, il a posé la question religion ou colonialisme. Il faut bien qu'on se définisse. Donc, le gouvernement est dans la logique de la guerre. Et il peut penser que les autres partis qui prennent le boycott veulent la guerre. Non, ils ne veulent pas la guerre. De toutes les manières, des informations que j'ai et leur déploiement, je vois que ces partis ne veulent pas la guerre. Mais ils veulent maintenant, deuxième chose que je voudrais dire, c'est que le gouvernement l'a débrouillé. Comme ils veulent, le gouvernement est dans la logique de la répression, et qu'il continue la répression, on verra. Mais je ne vois aucun parti politique, et c'est tout à fait normal qu'à l'ouverture de la campagne électorale, ceux qui demandent aux citoyens de ne pas aller voter, ils s'impliquent eux aussi dans la campagne électorale pour dire aux citoyens, restez à la maison. D'accord. Mais c'est quand même bon signe hein, que nos dirigeants se soient convertis et parlent de Dieu. C'est quand même bon signe que l'on cite la Bible. Pour nous qui sommes des personnes qui observons de loin ce qui se passe, c'est quand même bon signe que ceux à qui on prête des intentions parfois pas très catholiques ou pas très chrétiennes, eux aussi se mettent à citer les Saintes Écritures et disent ce qui est inscrit dans ces Saintes Écritures-là. Oui, mais ça, sauf qu'en juillet 91, je donne la date exacte, lorsque Bush, père là, allait attaquer l'Irak pour la première fois, il a appelé l'armée américaine, il a appelé les pasteurs pour bénir. Pour bénir l'armée qui allait attaquer les gens. Si c'est ce genre de dirigeants que vous avez au Cameroun qui parlent de Dieu alors qu'ils font la guerre, je ne suis pas sûr. Non, mais même le roi David a fait la guerre. Hein? Ah, d'accord. Mais c'est justement parce qu'il était inspiré du diable que Saba l'a tapé. La reine éthiopienne l'a tapé. Salomon, Salomon, oui. La reine éthiopienne l'a tapé. Bon, c'est ce que vous dites. C'est ce qui est dit. Dans la Bible, c'est pas ça. Oui, mais puisque la Bible n'est pas un livre sacré. Donc, voilà, on va... Chalamel. Mais ce qui est quand même intéressant dans les propos, une autre séquence du ministre, c'est qu'il parle de 0,00075%. Pour vous qui utilisez beaucoup les chiffres là, est-ce que ça a une signification particulière? Ou c'est un chiffre qu'il a pris au hasard? Ou pour minimiser? Parce qu'il aurait pu dire 0,0001% ou 0,0033%. Mais le chiffre 75 là, j'ai le sentiment que ce n'est pas un chiffre au hasard. Mais monsieur Eric Fopoussi, je n'ai pas envie de rentrer dans la cabale pour aller faire des calculs et tout ça. Oui, cabalistique. Oui, ça nous prendrait des heures. Mais Dieu seul sait que même le diable connaît la Bible plus que les prêtres qui sont à l'église. Merci beaucoup. Le diable connaît. La preuve, je vous invite à aller parcourir la tentation de Jésus au désert. Là, vous comprendrez que le diable connaît, monsieur Eric Fopoussi. Puisqu'il était l'ami de Dieu. Il faut faire attention, ça c'est le premier point. Le deuxième point, on dit que lorsque vous vous noyez, à défaut d'arrêter une branche pourrie, le premier python qui passe, vous l'empoignez, quitte à ce qu'il, son corps vous demande de le laisser, mais vous vous agrippez sur lui, histoire de vous sauver. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, le Cameroun est pratiquement encerclé de partout. Quand je parle encerclé, ce n'est pas militairement parlant, loin de là, mais en termes de pression. Vous avez des Camerounais qui font des pressions. Vous avez des anciennes personnes du système qui ont retourné leur veste, qui sont en train de tirer. Vous avez Maurice Kamto qui est de l'autre côté, au niveau de, comment vous appelez, des États-Unis, à qui on envoie un message que ce n'est pas en postant des photos sur Facebook que ça a déjà changé les choses. Vous avez vous vous rendez compte, on se retrouve là, et la seule bouée de sauvetage, c'est laquelle? On sait qu'on a déjà zombifié tout le peuple camerounais. Utiliser la Bible est un passe-partout. Vous avez vu la CONAC où tout un révérend s'élève en disant nous confions l'avenir du Cameroun à Dieu. Vous avez les camps qui s'élèvent en disant on confie tout à Dieu. Le processus électoral. Le processus électoral à Dieu. Et les camps. Dans un pays, monsieur Rifopoussi. Et vous avez le ministre des élections. Après la CONAC, après les camps, il vient clôturer en disant que voilà des textes bibliques que je vous envoie lire. Non, monsieur Eric, il faut possible. L'implicite de cette affaire, c'est quoi? Quelqu'un même fait semblant de se gratter la tête, c'est un opposant.
qu'est-ce qu'il faut faire? On le rectifie rapidement. C'est très clair. C'est le message qui est donné. Et je crois que c'est la raison. C'est pour justifier ce qui va être fait. Oui, c'est pour justifier ce qui va être fait. Donc, pour dire qu'ils sont animés d'une mission messianique, d'une mission divine. Vous avez compris, c'est pour ça que je dis que c'est pour justifier. Que Dieu leur a donné le pouvoir de venir. Si c'est ce jour des élections, on vous voit amasser en groupe, monsieur Eric Fopoussi, ne soyez pas surpris que entre le cas sans prier qui va vous prendre et la destination, vous pouvez changer de t-shirt à l'intérieur, avoir un t-shirt d'une autre couleur et être taxé. Voilà ce qu'il faut. Donc, comme il y a beaucoup de jours fériés là, voilà. Si vous, par extraordinaire, vous souhaitez attraper 10 000 francs et acheter 25 kilos de riz, on risque de soupçonner que vous préparez une rébellion. C'est pour ça que vous acceptez vos 25 kilos de riz à la maison. Sont employés pour entrer dans l'action de la répression. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire de dire que ceux qui prônent le boycott ne représentent que 0,0075% et prendre 3 tiers de sa sortie pour ne parler que de ça? À un moment donné, quand une chose est insignifiante, on laisse, je veux dire, à un moment donné, si on considère qu'une chose est insignifiante, voilà, on n'en parle pas, on dit bon, c'est une portion. Et moi avons pris cet exemple à une certaine époque. Rappelez-vous, chaque fois qu'on arrêtait Mbouamasson, on le jetait dans une prison. Avant qu'on ne libère Mbouamasson, à 70%, il avait transformé la pensée des prisonniers. C'est les régisseurs qui avaient écrit un jour que le gars, c'est plus dangereux, c'est dedans. Mieux vous le laissez dehors. C'est comme ça qu'on a changé d'option. On prenait Mbouamasson, on partait le jeter à 64 et rentrait à pied. On le prend, on le jeter à 64, 71. Voilà. C'est enfin comme ça. Finalement, Mbouamasson, quand il va au pied, il est sorti, il est resté couché à la maison. Donc, on dit que quand quelque chose ne vous tient pas, comme on a dit, de vous intéresser par cette chose. Tant que vous vous intéressez, ça suppose que cette personne réellement vous gêne. Il y a une épine dans le pied. Et cette épine, oui, ce qu'elle fait vous touche. Il y a une sérieuse épine. Et Dieu seul sait que nous avons des dates qui sont en train d'arriver, monsieur Rifopoussi. On a le 26 janvier. Que va-t-il se passer le 26 janvier célébrant un an, après le 1 an de l'anniversaire. Qu'est-ce qui va se passer? Après, on a ce qui est en train d'être annoncé de ce côté de Paris. Non, mais il faut dire. On ne peut pas dire ça. Ils n'ont pas prévu. On ne peut pas occulter. Non, mais monsieur Rifopoussi, c'est là où les journalistes interviennent. Vous vous rappelez la mort de Wandier, on va commenter bientôt. La mort de ceux qui sont de Wandier, c'est demain qu'on va commenter. Donc le journaliste a ceci de particulier qu'il vit en avance sur son temps. Le 26 janvier va arriver. Que va-t-il se passer le 26 janvier? On est en train d'annoncer des marches de ce côté. C'est tout ça que les gars sont en train de préparer. Qu'est-ce qui va être dit ce 7 janvier alors que les gens vont aller voter le 9? Donc vous voyez, il y a tout ça qu'il fait. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas trouver d'autres mots qui pourraient paraître être une déclaration de guerre officielle avec les États-Unis qui ont un regard porté sur le Cameroun. On dit comment le faire? Allons citer la Bible. Et en citant la Bible, il faudrait que chaque pasteur maintenant vienne faire l'homélie, vienne prêcher pour que vous compreniez ce que le pasteur Atangandi a voulu dire, monsieur. D'accord. Alors, il y a l'autre mot qui m'a quand même semblé très fort. Vous savez, on peut... j'aime beaucoup ce ministre. On peut tout lui reprocher, mais il y a quand même une inspiration débordante. Et il dit ceci, il dit que les muscles de l'État vont se mettre en branle contre quiconque va vouloir perturber ces élections. J'aime beaucoup le terme, les muscles. Il est ministre même dans le discours qu'il a, Dominique Audrey. On voit comment les muscles de l'État s'ébranlent depuis un moment un peu partout. Oui. On a vu avec les marches du MRC, on le voit au Nozo, avec les muscles de l'État, donc c'est pas nouveau. Ce qu'il dit, avec les Rangers et autres là. Oui, comme les autres ont dit, on sait déjà qu'il y aura des répressions qui vont être faites par rapport aux gens. Mais le fait que le ministre ait mentionné la Bible, moi ça m'a fait comprendre que Dieu a vraiment changé. Le Dieu de l'Ancien Testament l'aurait frappé avec de la foudre, comme avant, parce qu'il a blasphémé. Monsieur Fopoussi, Monsieur Fopoussi, je vous explique. La parabole des deux dieux, du Dieu qu'on ne sait, on sait l'un ou le diable là, c'est la parabole de Dieu et de l'argent. Et on explique à l'intérieur qu'on ne peut pas servir Dieu et l'argent en même temps. Soit on va haïr un, mépriser un, soit on va... Donc il n'y a pas moyen d'aimer les deux. Mais sauf que, ce que le ministre oublie, c'est que c'est à lui de faire le choix. C'est lui qui doit travailler pour le peuple. Ce n'est pas nous qui devons choisir de servir Dieu ou le diable. C'est lui qui doit choisir où il sert le peuple, où il sert le diable.
C'est ça, c'est à lui de faire le choix. Il a dit qu'il sert Dieu. Pour le gouvernement. Non, il travaille pour nous. Non, mais il dit que eux qui sont... Il a choisi. Non, il a choisi le diable. Non, il dit que eux qui sont des autorités de l'État, toute autorité vient de Dieu. Parce que même Saint Paul l'a dit. Sauf que dans la Bible. Sauf que cette autorité, c'est nous qui leur donnons cette autorité-là. Non, mais lui vous dit que même quand vous le donnez ça, Saint Paul a dit que toute autorité sur terre vient de Dieu et que l'autorité doit faire en sorte de remettre l'ordre et de punir ceux qui vont à l'encontre de ce qui... Mais vous parlez quoi? C'est extrêmement subtil ce qu'il vient de dire. C'est à tort. Il joue simplement avec les mots. Oui. Mais on comprend juste qu'il est en train de... Chacun utilise la Bible à son avantage, M. Fopoussi. Vous pouvez prendre la Bible et me prouver par A plus B que Jésus n'a jamais existé. Et quelqu'un d'autre va me prouver avec la même Bible par A plus B qu'il a existé. Je vous invite à lire le livre Les révélations du grand architecte. D'accord. Vous comprendrez de quoi il en retourne concernant ce passage spécifiquement, les révélations du grand architecte. Voilà, par rapport à la lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 13, verset 1. J'ai bien dit le livre que vous devez lire, c'est les révélations du grand architecte. Par rapport à ce, à l'extrait du livre aux Romains. Il y a une chose, j'aimerais relever une petite chose. Oui, parce que ce que nous attendons, c'est que le ministre rassure les populations du nord-ouest et du sud-ouest de ce que elles pourront aller voter sans avoir peur du gendarme qui sera dans la rue. Merci Cynthia. Justement, c'est là. Parce que lorsqu'on dit rapprocher l'administration des administrés, c'est lui qui est le ministre en charge de l'administration. Donc, il devrait être plus proche des populations à partir des chefs de bloc. Les chefs de quartier, les chefs de village sont des auxiliaires de l'administration. Est-ce qu'il peut nous dire, aujourd'hui, le 14 janvier, que les 65 arrondissements du nord-ouest et du sud-ouest ont leur sous-préfet en place, ont leur antenne communale de l'ECAM en place, ont leur population en place? D'accord. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il a dit qu'on doit respecter l'autorité, pas seulement parce qu'on doit craindre la punition, mais également parce que nous sommes conscients que cette autorité-là est porteuse de la voix divine et de l'œuvre divine en elle, parce que toute autorité vient de Dieu. C'est ce que l'extrait du livre Romain dit. Et là, il faut faire une mention spéciale au ministre Atangandji. Alors, on va tout de suite, Karine, poursuivre. Oui, cette fois-ci, on s'intéresse en santé. Et là, il y aura deux sujets. Le premier sujet, déjà, concerne cette absence des antituberculeux dans la région du littoral. Tous les centres de santé de la région du littoral n'en possèdent pas. Il s'agit de la molécule RES, combinaison de 4 médicaments que les médecins expliquent bien. Isoniazide, rifampicine, étambuto et le pyrazinamide, utilisé pendant la phase intensive de l'initiation du traitement antituberculeux chez les patients qui présentent une tuberculose sensible. Le stock est vide, le stock est à 0 au niveau du Fonds régional pour la promotion de la santé du littoral, donc il n'y a plus rien. Et les conséquences sont nombreuses: augmentation du nombre de cas de tuberculeux, résistance du virus chez les patients en cours de traitement et même le décès prématuré chez les patients co-infectés TB-VIH. Voilà de quoi. Tuberculose VIH, TB, tuberculose. Alors, Charles Hamel, c'est quand même terrible là, ce qui se passe. Et on est en train de prendre ça vraiment à la légère. J'ai le sentiment. Nous ne prenons pas à la légère. Nous sommes dépassés. Nous sommes dépités, monsieur Éric Fopoussi. Pourquoi? C'est un médecin qui me criait en disant: vous êtes à la télé, là, vous parlez tous les jours. Voilà les choses qu'il faut dire. Dites qu'il n'y a pas de vaccin, dites que les médicaments. On a essayé de collecter les informations, M. Éric Fopoussi. Je peux vous assurer que c'était bouche bée. Personne ne voulait se prononcer. Vous savez que lorsque ça arrive au délégué régional, ça aura mis du temps, requête après requête, requête après requête. Il va attendre. Lorsqu'il va se rendre compte que c'est déjà trop grave, 2 à 3 mois seront passés lorsqu'il pensera à alerter. Ce n'est qu'il a écrit. Alors, pour vous dire qu'on a commencé à alerter sur le plateau, et vous savez, est-ce qu'on a commencé à alerter sur ce plateau du 10-12? Parce que des bonnes choses dans ce pays sortent toujours de ce plateau du 10-12. Et on le dit sans se vanter, des bonnes choses sortent. Donc, ceux qui ratent cette émission... On a commencé à le dire. On a commencé à le dire ici. Donc, il s'est rendu compte que la mèche était déjà dehors, il fallait absolument engager une action. Est-ce que le ministre va réagir? Est-ce qu'il a le pouvoir
C'est la question aussi qu'il faut se poser. Parce qu'on a vu pour les kits, les kits de dialyse, monsieur il faut pousser. Oui. Il a fallu qu'on passe la commande en France et qu'on rassure les malades en leur disant ça a déjà embarqué à Paris, patientez, vous allez recevoir. Mais quel est cet État où on se dit souverain? Quel est ce pays où on se dit qu'on a acquis une souveraineté et on passe le temps à commander l'eau salée à l'étranger, monsieur il faut pousser. L'eau salée. On peut fabriquer ce qui est au Cameroun. On forme les médecins, on peut fabriquer même ces médicaments, même ces médicaments comme on dit à l'étranger là. Bon, bon, sur cette question, est-ce que, parce que j'ai le sentiment qu'à Yaoundé, il n'y a pas une prise de conscience par rapport à ce problème. Non, non, il n'y en a pas. Il n'y a pas une prise de conscience. Je pense que c'est ça le terme. Oui. Le ministre Mamafouda a laissé ça au point d'utiliser même les stocks de sécurité. Ça existe, mais c'est un programme d'assassinat collectif. On ne peut pas dire ça autrement. Je pense qu'il doit y avoir un collectif de Camerounais qui doit saisir la Cour pénale internationale parce que ça, c'est un génocide que le gouvernement organise là. C'est un génocide. Les nouveaux-nés sont restés au Cameroun sous Mamafouda pendant 3 mois. Maintenant, on en arrive là. Et précisément parce que les malades de VIH et de ceux qui ont la tuberculose simple n'arrivent pas à se soigner. Tenez-vous tranquille, M. Foposi Negou. Le Vietnam, pendant la guerre, a mis en place un vaccin contre le BCG, vaccin et sérum contre le BCG, alors que le Vietnam recevait les bombardements des B-52 des États-Unis. Comment le Vietnam, en période de guerre, dans les années 50, réussit à mettre ces vaccins contre la tuberculose sérum pendant la guerre et nous n'arrivons pas à le faire en temps normal. Et en période où on nous dit, voilà, que l'État montre dans les muscles en disant jamais plus. Vous n'avez pas oublié. Oui, mais justement, le gouvernement doit donc sortir les muscles pour dire que jamais plus un Camerounais ne mourra de tuberculose. Voilà le genre de muscles que nous voulons. Or, il semble que quelqu'un était à Paris dernièrement pour un colloque qui avait trait à la tuberculose. Mais qu'est-ce qu'elle allait donc faire à Paris? Il fallait peut-être faire comme Donald Trump qui dit que vos COP veulent quelque chose, là je ne suis pas dedans. Que d'aller représenter un État, il a même pris un discours, et que dans son pays, on n'ait pas la possibilité de vacciner un enfant qui vient de naître et de laisser les malades les tuberculeux en train de mourir progressivement. 4 mois. Ce n'est pas possible. C'est quand même et lorsque le syndicat des médecins ne sait, voilà encore un problème. Et voilà, l'un des syndicats, je pense qu'il doit même avoir le prix Nobel de la paix et même de la médecine au même moment. Docteur Basson et Kamta. Qu'est-ce qu'ils avaient dit? Pour eux, les traitements, c'est-à-dire l'amélioration des conditions de vie, le salaire des médecins ne les intéressait même pas. Ils ont vu les patients mourir. Et le syndicat est né, des médecins publics est né du fait que, mais comment c'est nous qui enlevons notre propre argent pour acheter? Mais essayons de mettre en place une politique de santé publique qui puisse permettre aux citoyens de se soigner. Et d'où donc cette, comment vous avez... Maintenant, même si vous avez l'argent, vous prendrez le médicament. Voilà, c'est pas possible. Voilà. Alors que les médecins ont donné des pistes depuis des années. Voilà. On les a affectés à Somalobo, à des endroits. Malheureusement, voilà ce qu'on décrit tous les jours sur ce plateau. Nous sommes dans un pays qui surprend tout le monde. Ça veut dire que nous sommes un pays qui fait en sorte de ne pas prévoir quoi que ce soit. Lorsque vous avez des stocks, vous savez que dans 2-3 semaines, ça va s'épuiser. Vous faites tout pour ravitailler le stock quoi qu'il arrive. Mais vous prenez des mesures pour que cela n'arrive pas. On est à 4 mois. On peut nous dire qu'en 4 mois, on n'a pas réussi à ravitailler notre stock de médicaments. Le ministère de la Santé publique a un département qu'ils appellent médicaments essentiels. Voilà. Qu'est-ce qu'ils mettent donc dans médicaments essentiels? Et pourtant, nous recevons. Et il faut rappeler que l'argent de la tuberculose, nous le recevons de l'OMS et du Fonds mondial. C'est-à-dire que c'est un financement qui est accordé à l'État du Cameroun. Ce n'est pas que l'État soit c'est un financement international qui permet de soigner les personnes atteintes de tuberculose. Donc on est clairement là dans un registre où il y a des responsabilités qu'il use d'établir dans ce cas précis. On termine, Karine. Oui.
On termine avec la variole du singe qui a fait déjà un mort dans la région du centre, département du Nyon et Foumou. Le délégué régional de la santé de la région de l'Est déclare la veille sanitaire dans sa région et qui est très proche de la localité d'Ayos où un nourrisson est mort le 9 janvier dernier. On parle de cela. D'accord. La variole du singe. Alors, il y a une image qui circule sur les réseaux sociaux, sur la toile, où je vois un enfant qui est complètement défiguré, dont la peau est complètement partie en chasse avec cette variole et des éruptions cutanées. C'est quand même très grave parce qu'on nous signale qu'on ne peut l'attraper que à partir d'une personne qui a eu un contact avec un animal. Pour le coup, c'est quand même terrible ce qui se passe, Dominique Audrey. Oui, c'est ahurissant. Surtout qu'il y a déjà des pertes en vies humaines. Je crois que la variole, c'est une maladie qu'on ne traite pas, qu'on ne soigne pas à la base, mais on peut la prévenir. Dans les années 80 déjà, on avait déjà pensé à éradiquer dans certains pays cette maladie-là. Et ici, au Cameroun, on a malheureusement été encore surpris par un autre virus. Maintenant, les procédures, comment est-ce qu'on va faire pour... c'est une maladie contagieuse, à ce que je sais, à ce que j'ai lu également. Il va falloir qu'on prenne effectivement les mesures, que les parents fassent très attention à leurs enfants pour que ça ne se propage pas. On ne soigne pas ça, mais on peut prévenir. Donc, il faudrait impérativement, s'il va falloir commander les médicaments, les vaccins, ou je ne sais pas trop comment ils vont faire, qu'ils se dépêchent, parce que j'ai entendu dire que ça se propage vers l'Est désormais. Et quand on sait quelles sont les conditions de vie de ces gens là-bas, en plus du choléra aussi. D'accord. Oui, Charles Abel. Je pense, M. Eric Fopoussi, que lorsque vous parcourez l'histoire des États-Unis, l'histoire de l'Espagne, l'histoire de la France, il y a une discipline avec laquelle les Français ne s'amusent pas, l'histoire de la médecine, l'histoire des pathologies. C'est-à-dire qu'on est capable de vous dire qu'entre 1904 et 1903, tel nombre de personnes sont décédées de telle maladie, voici les solutions qui avaient été prises. Il y a toujours des personnes qu'on consulte qui peuvent vous restituer. Je crois que dans le cas du Cameroun, on passe trop de temps à s'amuser. On passe trop de temps à s'amuser, on passe trop de temps, on consacre trop de temps à la politique, tout le temps au sport, et jamais aux véritables choses, on ne prend la peine de s'asseoir. Il a fallu qu'on renvoie, qu'on licencie les gars au musée national, pour qu'on se rende compte de tout ce qui se passe au sein du musée national. Monsieur Eric Fopoussi, je crois que ça, c'est une grosse erreur. Et je crois que tous devraient, à un moment donné, avoir le courage de dire, nous démissionnons. Parce que là, on parle de la variole de singe. À l'extrême, on parle du choléra. Du choléra qu'on ne parvient pas à résorber. Demain, on vous a parlé ici, comment vous avez appelé, à Idenao, on vous dit voici le choléra, c'est en train de faire fort. On n'en parle pas depuis, mais c'est en train de faire fort dans cette zone du nord-ouest. Était-ce volontaire? On vous parle de la variole. Quelles sont les mesures? Quand est-ce qu'on a eu les premiers cas? Comment est-ce que ça avait été soigné? Non, on vous bombarde à la face. Oui, un cas de variole de singe a été découvert. Quelles sont les mesures? Donc, je pense que le délégué régional de la santé pour l'Est a pris des mesures de veille médicale par rapport à ça. Ce n'est pas une question de veille médicale. Oui. Devrait-on consommer la viande de singe? Est-ce que c'est quel type de singe? Les rongeurs, les pangolins, les écureuils. Au contact avec des rongeurs. Tout à fait. La propreté sur ce, 30 secondes, juste 30 secondes sur cette question. Ça vient de Ayos. Dans les pays sérieux, il y a des centres qui sont aujourd'hui considérés comme étant dans des villages qui devraient être effectivement des centres où, j'allais dire, des références. Nous sommes à Ayos, c'est là où les Jamots ont commencé. Les Charles Lassalle ont été formés à Ayos. Nous avons un peu plus loin, en Colvolan, vous pouvez aller à Métet et Nongal. Il y a des centres, je veux dire, dans le où ça devait, c'est là où les premiers infirmiers camerounais ont été formés. Oui. D'abord, Ayos par l'État et les autres par les missionnaires. Donc, en fait, on devait en faire des centres de référence. Et il y en a partout. D'accord. On va s'arrêter là pour cette revue des réseaux sociaux, madame, monsieur, avec tout ce que cela comporte comme souci pour ce pays. À tout de suite pour interpellation. On reste dans un court instant pour interpellation. Oui,
je crois que ce qui est sûr qu'on regarde un peu au niveau de la base. Parce que vous voyez, que ce soit à l'éducation, que ce soit au niveau sanitaire, les choses ne bougent pas. Un Cameroun malade, un Cameroun qui n'est pas éduqué, je crois que ce qui est sûr, c'est la base, c'est les fondamentaux. Il faut qu'on aille à la base. Au niveau de traiter les gens dans les hôpitaux, au niveau de l'école. Hier, les lycées, les écoles publiques, c'était pour les gens démunis. Mais aujourd'hui, l'APE seulement, vraiment, ça va couper la tête. Je crois que ce qui est sûr, qu'on regarde les fondements à la base et qu'on permet aux Camerounais de vivre décemment. Même la vie chère. Vous ne pouvez pas aller au marché et faire un marché aujourd'hui avec 2000, 2500. Ça devient énorme. Donc je crois qu'avec des familles nombreuses, c'est difficile. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vraiment, nous sommes en train de battre au niveau du pays. Donc vraiment que la hiérarchie essaie de regarder tout ça et ramener les prix qui doivent être abordables, comme le Camerounais moyen vivait hier. Parce que ça devient un peu difficile et on ne voit rien. On ne voit pas les routes, on ne voit pas les hôpitaux, on ne voit pas les grandes institutions sorties. Mais le Camerounais est en train de souffrir. On ne sait pas pourquoi tout ça. Donc c'est des causes qui font à ce que le pays vraiment va mal. Le pays va mal sur le pouvoir d'achat des Camerounais. Bon, c'est quand même intéressant la litanie de faits que rapporte le compatriote par rapport à l'école publique et l'école privée. Avant, on savait que pour ceux qui n'ont pas assez de moyens, c'est à l'école publique qu'on allait se réfugier parce que, évidemment, on dépensait beaucoup. Aujourd'hui, on se rend compte que même à l'école publique, ce n'est pas facile parce qu'on a mis en place un dispositif qui permet de racketter l'argent dans les poches des parents. Il parle également d'autres secteurs de la vie où on ponctionne la poche des Camerounais et pourtant on a le sentiment que l'argent qui est sorti, si on parle d'impôts et tout ça, ça n'aide pas vraiment à construire le pays. Oui, et le banditisme qui est ajouté à cela, c'est qu'on nous a fait croire que l'école publique l'école publique primaire était gratuite. Oui. Et elle n'est pas gratuite. Et aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que même le bâton de manioc a connu une cure d'amaigrissement terrible. Donc, je ne sais pas si un enfant de 5 ans peut manger 2 bâtons de manioc. Il va vous demander 6. Après, vous allez dire, mes enfants, ici, il ne se rassadie pas. Alors, parce qu'il y a une cure d'amaigrissement terrible. Donc, vous avez des effets, comment dirais-je, domino, qui arrivent parce que, oui, c'est mauvais ici. Tout le monde commence à se retrouve dans une situation vraiment compliquée. On est dans un pays où on ne sait même pas par quel bout prendre. D'accord. Malheureusement, les Camerounais et leur pouvoir d'achat, on va dire que c'est quand même un paradoxe. Pendant que les salaires ont baissé, les produits sur le marché ont plutôt augmenté. C'est quand même un paradoxe. Ça veut dire que normalement, il doit y avoir une mécanique qui fait que lorsque les produits augmentent, que les revenus, les salaires aussi augmentent. Malheureusement, au Cameroun, c'est, on va dire quoi, une pédale, malheureusement. Alors que le voisin a acheté un V8. Un V8. Voilà, le voisin qui est fonctionnaire, il a un V8. Ou bien le voisin qui gagne des marchés publics. En réalité, ils se ressemblent tous. On va s'arrêter là et basculer au plateau B où Constille Lamine nous attend pour parler ce matin de Sorepco. Constille Lamine, bonjour. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous les clients du concept Salaka et bonjour à tous les partenaires de ce concept. Et parlant bien sûr des partenaires, l'un des partenaires majeurs du concept Salaka, parce qu'ils sont plusieurs partenaires majeurs. Et parmi ces partenaires majeurs, vous avez bel et bien la société Sorepco avec son slogan « Toujours les meilleurs prix ». Et moi, j'ajouterai les meilleurs prix et la meilleure qualité. Oui, ça fait exactement 2 mois que le concept Salaka parle au nom de Sorepco. Le résultat, il est positif. Raison pour laquelle, ce mardi matin, je reviens encore avec la vente de ces 2 produits, à savoir les batteries et surtout, pas n'importe quelle batterie, les batteries de marque Parma, cette marque mondialement reconnue qui est donc en vente et en promotion dans toutes les agences Sorepco. Il y a également toujours, bel et bien dans les agences Sorepco, les pneus. Ah ben oui, et quand on parle de pneus, on parle bien sûr de cet élément qui permet à votre voiture de bien rouler, qui permet à votre voiture de bien entendu, de bien ralentir, parce qu'une voiture qui a des pneus de mauvaise qualité, on va dire bienvenue aux accidents. Alors pour éviter les accidents, pour éviter les hécatombes, il faudrait avoir des pneus de qualité. Ça ne sert à rien d'acheter les pneus par-ci par-là, ça ne sert à rien d'acheter les pneus déjà utilisés, alors qu'il y a des pneus neufs dans les agences Sorepco. Oh là 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 là. Et pas n'importe quelle marque de pneus, parce que Sorepco, c'est toujours
sûr des marques mondialement reconnues. Et bien entendu, dans toutes les agences Sorebco, vous avez cette grande promotion, cette grande vente promotionnelle des batteries de marque Parma et des pneus de qualité supérieure. Nous allons tout de suite commencer la vente de ce matin par des batteries. Oui, et quand on parle bien sûr des batteries, on parle de cette batterie-là qui permet à votre voiture de bien circuler, qui permet à votre voiture de ne plus jamais s'arrêter. Vous n'allez plus jamais pousser votre véhicule parce que la batterie n'est pas bonne, parce que la batterie s'est déchargée, parce que la batterie, oh là 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 là, plus besoin de dire aux passagers, descendez, avec un godon, aidez-moi à pousser, c'est terminé. Pour éviter tout cela, rendez-vous dans les agences Sorebco, que ce soit les voitures des particuliers, que ce soit les taximens, que ce soit les camionneurs, que ce soit les gros porteurs, quelle que soit la marque de véhicule, quelle que soit la grandeur de votre véhicule, il y a des batteries pour tout un chacun dans les agences Sorebco du Cameroun. Alors n'hésitez surtout pas, la qualité et rien que la qualité, vous l'avez dans les agences Sorebco. Alors parlons bien sûr des prix de ces batteries. Vous avez des batteries qui vont bien sûr de 70 ampères heure à 200 ampères heure. Oui, je dis bien des batteries de qualité, des batteries solides, des batteries d'origine, des batteries arrosées de plusieurs mois de garantie dans les agences Sorebco. Vous avez donc les batteries qui vont, comme je l'ai si bien dit, de 60 ampères à 200 ampères. Parlant bien sûr des prix, avec 41 000 francs, vous avez droit à une batterie de 60 ampères dans les agences Sorebco, une batterie neuve, une batterie d'origine, une batterie Nyanga. Oh là 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 là. Sorebco, cette fois-ci, tu as encore fait fort. Tu as appuyé sur déranger. Parce que les gens passaient le temps à pousser les voitures. Les gens passaient le temps à dire, ma voiture ne démarre pas. À peine tu as garé ton véhicule, dès que tu reviens, la batterie est à plate. Pour éviter tout cela, allez chez Sorebco. Là. Yes, non. N'attendez pas la fin du stock. N'attendez pas la fin de la promotion. C'est l'occasion plus que jamais de courir dans les agences Sorebco. Nous interpellons ce matin les mécaniciens, les garagistes, les revendeurs, les particuliers. Allez chez Sorebco et achetez ces batteries de marque Parma. Vous les avez à partir de 41 000 francs. Et pour ceux qui ont besoin des batteries, bien sûr, de 100 ampères heure, une batterie de 100 ampères heure. Pour un camion, vous l'avez à 60 000 francs. C'est du jamais vu. Une batterie, bien entendu, de 200 ampères heure. Vous l'avez à 110 000 francs dans les agences Sorebco. Regardez bien sûr les prix de ces batteries. Appréciez la qualité de ces batteries. Regardez comment c'est nyanga. Regardez comment c'est beau. Ça vous donne l'envie de les avoir. À côté, bien sûr, des batteries, on parle également des pneus. Et bien sûr, parlant de la marque de ces pneus, ils sont nombreux qui veulent entendre la marque. Ils sont nombreux qui veulent écouter la marque. Alors la marque, c'est la marque Rothshine. Écoutez rien que le nom. Rothshine. Dans cette phrase, dans ce mot-là, il y a le mot Roth. Et le mot shine, ça veut dire que c'est tellement nyanga, c'est tellement beau à voir. Ça dit ce pneu, vous le mettez sur votre véhicule, il change la beauté de la voiture. Oh là 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 là. Les pneus de marque Rothshine, vous les avez dans toutes les agences Sorebco à des prix vraiment dérisoires. Je rappelle, un pneu de qualité supérieure à partir de 48 000 francs. Évitez d'acheter le vrac. Évitez d'acheter les pneus déjà utilisés. Évitez d'acheter n'importe quoi. C'est l'occasion plus que jamais d'appeler la direction commerciale, de passer vos commandes, quelle que soit la quantité, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, appelez les agences Sorebco et allez tout de suite et maintenant acheter votre batterie à partir de 41 000 francs, votre pneu de marque Rothshine à partir de 48 000, des pneus de qualité supérieure. On peut d'ailleurs apercevoir la beauté de ces pneus à travers l'écran et même sur ce plateau et surtout la beauté des batteries. Donc, any man, where the yami today, you for that stuff for Bamenda, for that stuff for Boya. You want buy battery for your motor, you must go just look for Sorebco. Because the Sorebco get fine battery. Oh la la. Battery for motor for Sorebco, eh? That battery fine sauté, it is still plenty. Aïe, Sorebco, il get également pneu. Donc, go just no. Okay, call that number and get fancy. On va lire quelques messages à présent, madame, monsieur, avec Karine, qui fait pour nous la veille
des nombreuses contributions qui nous sont envoyées. Karine, tout de suite, allez-y. Alors, ce qui concerne les messages aujourd'hui, on parle les bêteries sans les routes. Est-ce que ça vaut la peine? Je sais pas, c'est bêterie que la personne a appelé, je sais pas trop. C'est l'abréviation dans tous les cas. Ah, d'accord. C'est l'abréviation. Ils font allusion à ce que vient de dire Constilamine. Ok. C'est simple à comprendre. Ok. Alors, ce sont les arnaqueurs. Pardon, j'ai besoin de ton numéro rien que pour les arguments pour le marketing de réseau. Je suis fatiguée de dire à mes sœurs et frères que c'est le banditisme de grand chemin. Tatiane Christine Tchagé. Voilà, absolument. Il faut juste taper système de Ponzi et voir comment ça fonctionne et les différents dégâts que ça a causé à travers l'histoire du monde, commençant dans les années 1920 aux États-Unis avec Charles Ponzi. Voilà. Alors, aussi simple que ça. D'autres messages à présent. Oui, très bien. On va prendre quelques autres messages. Les voitures dorment dehors, forcément que la batterie va se décharger vite. Les routes non éclairées obligent à allumer ses phares très tôt. Un pays qui ne connaît même pas le nombre de population, tu demandes une adresse, on te dit face, à côté, près de lampadaire. Alors, moi, j'aimerais juste faire une petite précision parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écrivent pour expliquer que cette émission est une émission misogyne. De juste rappeler qu'il n'en est pas question, on ne peut pas laisser passer ça. Quel contenu mettre dans misogyne? Oui, donc je voulais quand même faire cette précision parce que les gens... Quel contenu mettre dans misogyne? Dans misogyne, voilà. Donc, non, parce qu'il faut dire, je ne vous coupe pas. Mais les gens, parce qu'ils ont lu... quand même. Oui, voilà. Parce qu'ils ont quelques bribes de la culture qu'ils ont pris au net. Ils pensent qu'ils peuvent faire l'exégèse de la culture africaine ou bantou. C'est ça qui n'est pas sérieux. Oui. Vous ne pouvez pas avoir lu 2-3 phrases de Cheikh Anta Diop et devenir égyptologue par rapport à ça. C'est pas vrai. Donc approchez-vous, ou bien avoir écouté 2 pasteurs ou 3, même les plus grands évangélistes, ou peut-être même 3 messes de Christian Toumi, et pensez que vous êtes un théologien. C'est pas possible. Donc, ce n'est pas possible. Ça veut dire que venez apprendre. Vous saurez. Tout à l'heure, je vous ai parce dit, que après, oui, je leur donne 2 exemples là tout de suite. Allez sur n'importe quel moteur de recherche, tapez le statut de la femme dite primitive, à l'époque primitive, et le statut de la femme à l'époque moderne. Vous allez voir la différence. L'autre référence, c'est Saba. Lorsque la reine Saba a dirigé le Toubib, il a tapé Moïse. Donc, un cas précis. Beaucoup estiment que dans les histoires du jour, lorsque la femme ou l'homme n'a pas raison, vous continuez à taper sur la femme. On a dit ici voilà. que l'homme... Que répondez-vous à ça? C'est pas un tribunal, hein? Non, premièrement, c'est pas un tribunal. La femme doit accepter d'être tapée dans la chambre. Et elle doit sortir en souriant. Même les enfants ne doivent pas savoir. Quel contenu mettez-vous dans taper? Justement parce que c'est l'homme qui imprime le règlement intérieur de la maison. Lorsqu'il a supporté sa femme 2-3 fois, autrement tu l'amènes, tu corriges. Autrement dit, vous encouragez. Et en plus, quand on vous donne 2 claques, monsieur doit monter sur vous. Donc, c'est est-ce que vous encouragez les hommes à continuer à abattre sur leurs femmes? J'ai dit oui, mais dans la chambre. Bon. On bat 2 fois. C'est-à-dire, oui. J'ai dit oui, et j'ajoute, bastonnage, ce n'est pas seulement 3 coups de tête. Vous donnez 2 claques ou peut-être même aux fesses, et après vous faites l'autre chose. Donc elle consomme le mariage avant qu'elle ne sorte. Bon, est-ce que dire ça, c'est vous qui laissez-moi poser la question. Est-ce que dire ça n'est pas chosifier la femme? Non. Puisque vous dites que c'est elle qui est le ministère de l'Intérieur. D'accord. Les femmes ne doivent pas demander à son mari ce qu'il mange. Elle prépare. D'accord. Merci. À la limite, quand l'homme veut un repas, dit s'il te plaît, chérie, tu peux me trouver. D'accord, on va s'arrêter là. On a complètement écoulé le temps qui nous est imparti dans cette émission ce matin. On a des contraintes de temps. Madame, monsieur, passez une belle journée. On se retrouve demain lorsqu'il sera 10h. On parlera beaucoup de Ernest Ouandié. Demain, 15 janvier, on se rappelle de ce tragique 15 janvier 1971, l'assassinat sur la place publique à Bafoussam du résistant Ernest Ouandié. Donc, passez une belle journée. Surtout que Dieu bénisse le Cameroun.